Bonsoir messieurs, parce qu'il n'y a que des messieurs ce soir. Bonsoir. Du coup, pour être honnête, on est en famille quasiment, parce qu'on est surtout accompagné de partenaires, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce qu'on vous raconte chez Loxone depuis des années, ça commence à prendre forme. Et que vous vous sentez peut-être un peu loxonaute dans vos habitudes de travail, ça c'est une bonne chose, puisque ça prouve que la solution fait son trou, en tout cas en France. Bienvenue donc, on a une petite heure et demie de présentation, un peu plus en vérité, où on va essayer de vous démontrer que la solution Loxone est adaptée pour tout type de projet, certes, mais là on va surtout se parler de gestion de l'énergie. Donc pour ça, je vais vous faire d'abord une première partie qui sera de l'introduction à Loxone. Je suis navré pour ceux qui pratiquent couramment, mais d'autres connaissent pas la solution, donc là vous aurez quelques repères. Ensuite, Kelvin va vous amener sur la partie technique, avec les basiques de la programmation, comment ça se passe quand on part de zéro. Et il va faire un focus tout particulier donc sur la gestion énergétique. On sera accompagné donc de Sébastien qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est partenaire Loxone depuis quelques temps maintenant et qui a une expérience à partager avec vous. Et puis ensuite, ça sera l'occasion de poser vos questions, les choses que vous auriez toujours voulu évoquer avec nous. Ça sera une tribune pour le faire ce soir. Et puis après, on ira se rafraîchir, pour le dire poliment. Je dis comme ça, mais on est enregistré ce soir, donc je peux pas dire de bêtises. Pour les blagues, essayez de vous retenir, messieurs. Je parle juste de vous deux. Kelvin aussi, mais ça devrait aller. Allez, quelques repères pour Loxone. Petit rappel sur notre mission. La raison d'être de la société de Loxone, c'est d'améliorer continuellement la façon dont on vit et on travaille dans le bâtiment par des solutions d'automatisme simples, j'allais dire simplifiées, mais les plus efficaces possibles. Pourquoi ce motto ? Parce que aujourd'hui, quand on regarde le bâtiment et nos bâtiments intelligents, il y a un petit peu à boire et à manger. Tout le monde y va de sa solution, tout le monde y va de sa bonne idée, mais finalement on perd le fil conducteur qui est de faire en sorte que le bâtiment soit vraiment intelligent, pas simplement connecté, mais vraiment intelligent, qui vienne anticiper les besoins et remplacer ce qui n'est pas nécessaire par de l'automatisme. Donc c'est vraiment pour cette raison qu'on a adopté ce motto, de simplifier la façon dont on vit et dont on travaille dans le bâtiment. Donc ça c'est notre mission, tout ce qu'on fait au quotidien, tous nos développements, qu'ils soient logiciels, qu'ils soient matériels, qu'ils soient organisationnels, c'est pour faire en sorte que vous puissiez appliquer la même chose finalement sur vos projets. Donc on va le voir un peu plus loin avec les différents types de projets. Mais la question qu'on nous pose souvent finalement, donc quand on parle à des personnes curieuses de cette solution, c'est pourquoi utiliser Loxone ? J'ai déjà des solutions qui marchent bien, qui sont éprouvées, dont le nom est connu. Je vois pas pourquoi j'utiliserais Loxone. La première chose, c'est que ça vous évite de multiplier les technologies sur votre projet, de multiplier les applications et les systèmes qui vont pas forcément converser les uns avec les autres. J'allais dire converger, ça marche aussi, les uns avec les autres. Je pense que vous l'avez tous vécu quand on fait un projet domotique, si on fait un projet GTB, si on fait un projet qui embarque de l'automatisation. On sera amené à avoir une application qui va gérer ceci. Peut-être que j'aurai une application Sonos pour la musique. J'aurai une application peut-être Somfy pour mes volets roulants. Peut-être que j'aurai du Verisure pour mon alarme. Peut-être que j'aurai autre chose pour ma pompe à chaleur, pour mon chauffe-eau, etc. Donc ça, c'est un peu contraignant pour vous, en tant qu'intégrateur, en tant que professionnel, puisque ça vous oblige à avoir des expertises sur un petit peu tous les sujets. C'est dur. Et c'est contraignant également pour l'usager qui dépend d'un certain nombre de professionnels, plus ou moins qualifiés, qui finalement aura des systèmes qui vont pas converser, encore une fois, les uns avec les autres, donc qui n'aura pas d'intelligence d'ensemble. Donc c'est ce qu'on vient gommer avec Loxone, avec une solution tout en un. On vient également vous proposer une solution qui vous facilitera la vie en tant qu'intégrateur, puisque c'est une solution qui se veut facile à étudier, à planifier. Quand vous avez un projet, il faut que vous ayez le plus d'options possibles pour mener à bien ce projet. Donc facile à étudier, facile à intégrer, facile à planifier et à maintenir. Donc j'ai dit 2 fois planifier, ça marche pas. Mais en tout cas, à faire en sorte que vos projets soient fonctionnés dès le début, mais qui perdurent également dans le temps. On a vraiment cette volonté de faire en sorte que vos projets soient aussi pérennes que le bâtiment. Si vous posez un produit pour 3 ans, ça marche pas. Il faut que l'installation que vous faites dure le plus longtemps possible. Et donc ça, vous le savez également en tant qu'intégrateur, mais pour les personnes qui nous découvrent, c'est une solution qui est, en anglais ça sonne bien, future-proof. En français, on veut une solution qui soit, l'équivalent, ça serait évolutive, je vous dirais. Donc faire en sorte que votre système soit maintenu le plus longtemps possible, qu'il soit évolutif et qu'il ne soit pas cantonné à une seule fonctionnalité. Vous pouvez venir implémenter des choses au fur et à mesure des évolutions du bâtiment, si on se parle d'un bâtiment. Quelques repères. C'est vrai qu'en France, on souffre parfois d'un manque de visibilité ou de renommée, je vous dirais. Ça peut être intéressant de voir que Loxone est là depuis longtemps, donc depuis 2009, c'est la création. Alors certes, on n'a pas été actif tout de suite, il y a eu un petit peu de recherche et développement. En 2010, ou un an et demi plus tard, réellement, le produit commençait à se commercialiser.
Avec les diverses évolutions, je vous passe tout l'historique, mais avec les diverses évolutions, aujourd'hui on a une solution qui est connue et reconnue, particulièrement dans les pays germanophones, puisque c'est la langue maternelle de l'Oxone, mais au-delà. Donc on est présent dans 27 pays, on a 27 représentations de l'Oxone. Pardon, on est présent via 27 implantations dans, je dirais une bêtise, dans plusieurs pays. En tout cas, les projets sont, eux, présents dans plus d'une centaine de pays. On est, nous, en tant que Loxonote, donc en tant que professionnel Loxone, plus d'un millier, finalement. 80% du chiffre d'affaires, ça vaut ce que ça vaut, mais est réalisé en dehors de l'Autriche, notamment en Allemagne, mais dans d'autres pays également. Et ces projets sont réalisés par plus de 25 000 partenaires, dont vous faites partie pour la plupart, mais on a déjà 25 000 partenaires qui font confiance à cette solution. L'intérêt de vous donner ces repères, c'est pas de vous expliquer qu'on est les meilleurs, c'est pas vous expliquer qu'on est tout beau et tout brillant, c'est juste pour vous dire qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font confiance à cette solution. Ils le font, je crois, pour des bonnes raisons. Et si je parle pour ma partie, en France, on voit vraiment que la sauce est en train de prendre également, avec des besoins qu'on va évoquer certainement, et avec des réponses qui, je crois, sont efficaces avec cette technologie. Et donc forcément, 250 000 projets, c'est admirable. Ce qu'on propose chez Loxone, c'est certes du matériel. Vous avez tous entendu parler du touch, peut-être, notre interrupteur. Peut-être que vous avez déjà vu la wallbox, peut-être que vous avez déjà regardé notre audio serveur. Donc on a beaucoup de développement sur le matériel, mais ça finalement, ça représente qu'une petite partie de nos activités. Le matériel est une petite partie de ce qu'on sait faire. Ce qui fait notre force, c'est la partie software. Pourquoi on l'amène comme ça? Attendez. Ouais. Pourquoi on l'amène comme ça? Parce que finalement, le matériel est intéressant, vous permettra de travailler de façon efficace, de façon sereine, de façon sereine, je pense que c'est le bon mot. Mais c'est la partie logicielle qui vous permettra de déployer l'ensemble des fonctionnalités dont vos clients ont besoin sur leur projet. On peut venir mettre le minimum en termes de matériel, mais derrière avoir un maximum de possibilités par le logiciel. C'est également ce même software finalement qui va nous permettre de faire évoluer la solution, pas par le matériel, mais par les développements qu'on peut y apporter au fur et à mesure du temps. Donc oui, on fait du matériel, oui, on a un interrupteur qui est super intéressant, oui, on a une wallbox qui peut faire plein de choses, mais c'est surtout le software qui va permettre d'amener l'évolution et les fonctionnalités adéquates à vos projets. Ça va jusque-là, je vais pas trop vite? C'est clair? Merci. Donc, on va pas faire trop de technique ce soir, mais ça peut être intéressant. On va faire beaucoup de technique avec Kelvin. Moi, je vais rester à la surface. Ce que je voudrais vous donner, c'est quelques repères pour ceux qui connaissent pas le produit. Donc, ce qu'il faut connaître en premier lieu avec cette solution, c'est le cerveau, celui qui vient contrôler l'entièreté de l'installation. Je réfléchis à comment pas trop aller loin, mais on va simplement faire le tour du produit. Donc là, vous avez nos 3 automates, les 3 mini-serveurs, ceux qui sont à la base de toute installation. Classiquement, on parle du mini-serveur classique, parce que c'est peut-être lui qui permet le plus de souplesse. Donc on a ici un équipement qui est modulaire, qui embarque nativement déjà de la technologie. On a déjà la possibilité de venir travailler sur une installation conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de connectique, tout simplement. On a des entrées numériques que vous avez en vert au-dessus du produit. Des entrées numériques qui vous permettront d'aller chercher à peu près ce que vous voulez en termes d'entrée. Donc ça peut être des boutons poussoirs, ça peut être des contacts de feuillure, ça peut être la butée du portail, peu importe. En tout cas, vous avez des entrées, vous en faites ce que vous voulez. En orange, vous avez un bornier en 0,10 volts pour les entrées analogiques cette fois, qui va donc vous permettre de déployer des sondes de température, des sondes d'humidité, des sondes de pression, des sondes de ce que vous voulez en 0,10 volts, donc des équipements tiers que vous auriez trouvé par besoin. Et en dessous, vous avez des relais. Vous avez 8 relais. Ces relais sont libres de potentiel, donc ils vous donnent la souplesse d'aller chercher à peu près ce que vous voulez sur votre installation. Ça peut être des circuits d'éclairage, ça peut être la montée ou la descente du volet roulant, aller piloter des BSO, aller chercher un chauffe-eau, aller chercher que sais-je directement via ces relais. Si on continue le tour du mini-serveur, vous avez ici un bornier blanc-vert qui me permet de parler du tri. Le tri étant notre technologie filaire, notre bus, qui va vous permettre donc d'aller chercher vos capteurs et actionneurs que vous auriez choisis en Loxone pour vos projets. Je vais passer le link est important. Le link, c'est ce qui va permettre au mini-serveur de grandir via des extensions. Donc à votre automate, vous allez pouvoir lui ajouter des briques finalement en fonction des contraintes que vous avez sur vos projets. Donc si sur votre projet, il se trouve qu'il y a des équipements KNX, qu'à cela ne tienne, vous mettez l'extension KNX. Si vous avez besoin de piloter des circuits d'éclairage en DALI, vous avez une extension DALI. Si vous avez un onduleur qui va communiquer en Modbus ou une pompe à chaleur, il se trouve que vous avez une extension de Modbus qui sera disponible. Donc vous avez là
possibilité d'aller interfacer de nouvelles technologies au mini-serveur. C'est très bien. En revanche, il peut arriver des projets, il peut arriver des installations où vous voulez rester sur une installation typique électrique, sans forcément aller interfacer d'autres technologies. Là, on va donc exploiter les relais, les entrées numériques, par exemple, et venir y ajouter donc des extensions qui vous donneront des connectiques supplémentaires. Donc de 8 relais, vous pourriez passer à 22 avec une extension relais, rajouter des entrées numériques, rajouter des entrées analogiques, etc. J'ajoute qu'il y a une extension pour venir faire de la variation d'éclairage, si vous avez besoin de la faire sur du 230. Des extensions. Vous allez faire évoluer votre mini-serveur en fonction des contraintes que vous avez. L'idée, c'est de ne pas vous enfermer sur telle ou telle technologie. Dernière chose, en haut à droite, vous avez un port Ethernet. Donc ce port Ethernet va nous ouvrir des portes qui sont assez intéressantes, puisque ça va déjà permettre la programmation, donc via le logiciel, Loxone Config, que vous verrez tout à l'heure, qui passe par le réseau. Mais également d'aller chercher d'autres softs Loxone. Donc on peut avoir besoin de recevoir des emails, de recevoir des appels téléphoniques, de consulter un service météo. On le fera via ce port. On pourra également aller chercher des interfaces réseau. Je pense spontanément à du Modbus TCP ou à du BACnet IP. Ce sont des choses qu'on peut trouver nativement, donc sans surcoût, directement avec ce port Ethernet. Donc ça, c'est pour le mini-serveur classique. Grosso modo, on va retrouver la même chose sur les autres mini-serveurs, mais avec une approche différente. Historiquement, on a eu le mini-serveur Go, où là, on n'a plus un équipement modulaire. Ici, on vient le brancher simplement sur une prise de courant. Et nativement, vous allez émettre un réseau radio. Donc si vous êtes parti pour faire un projet de rénovation, que câbler s'avère compliqué pour vous, sachez que vous pouvez travailler en radio avec cette technologie et qui est nativement disponible sur le mini-serveur Go. Parallèlement à cela, un truc que j'ai pas dit mais qui est important, le mini-serveur Go, comme les deux autres mini-serveurs, porte un bornier blanc-bleu mais qui n'est pas visible. Il y a ici de quoi connecter le link pour vous permettre d'aller chercher d'autres technologies encore, d'autres extensions, pardon. Et enfin, le mini-serveur compact, là-bas à droite. Ce produit, il est sorti au moment où Loxone avait pour ambition de venir mettre un coup de pied dans la fourmilière de l'hospitalité. Donc on a fait évoluer notre gamme, notre software, nos équipements, pour faire en sorte que vos projets d'hôtellerie, vos projets d'hospitalité, d'hôpitaux, par exemple, si vous avez ce genre de projet, ou tout autre projet qui porte énormément de fonctions dans très peu d'espace, que vous puissiez aborder ces projets sereinement avec un équipement plus petit, c'est sa première caractéristique, qui va embarquer malgré tout beaucoup de fonctionnalités puisqu'on a un départ de tri. On a le link pour aller interfacer à autre chose. On embarque également de la radio, et c'est le premier mini-serveur qui est audio ready, si je peux le dire comme ça. En vérité, on va embarquer la technologie qui s'appelle Tri Turbo, qui va permettre d'aller chercher l'audio pour ensuite déployer des enceintes dans les diverses pièces de vos projets. Donc, minimum d'espace, beaucoup de possibilités, c'est le mini-serveur compact. Alors, sur cette slide, je ne sais pas si c'est bien visible pour vous. Ça va? Vous y voyez tous bien? Ouais, super. Vous pouvez pratiquer le JMMPP. Vous pouvez vous mettre là. Cette slide, elle est dense, certes, mais elle a le mérite de vous montrer en un clin d'œil, finalement, toutes les possibilités d'évolution des mini-serveurs. Donc, vous avez ici les cerveaux, ou le cœur, dépend de l'image que vous voulez utiliser. Si je le dis comme ça, donc par le réseau, on va pouvoir aller chercher l'audio. On a donc cet audio serveur qui est un équipement réseau. Et donc on y va en filaire, en tout cas, on va chercher via le réseau. Cet audio serveur lui-même va venir chercher des enceintes. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est pour vous dire que vous avez toute la partie audio de ce côté-là. On a donc le link que vous avez ici. Ce que vous ne voyez pas, c'est les différentes extensions. Donc les extensions de connectique ou de protocole. Ici, on a toujours le réseau qui va nous permettre de chercher le software Loxone. Ici, la communication réseau, cette fois, pour ce qui est externe, ce qui est externe à Loxone, les interfaçages par le réseau. C'est dur de parler de ça maintenant, mais on le fera un peu après. Ici, le bus, qui vous permettra d'aller chercher les capteurs et actionneurs Loxone. Et la technologie radio. Globalement, si vous comparez, on a à peu près les mêmes produits en filaire qu'en radio. Ce que je n'ai pas évoqué jusque-là, c'est la possibilité de faire comme de l'infrastructure de mini-serveurs. Il se trouve que votre mini-serveur seul peut faire énormément de choses, mais combiné à d'autres mini-serveurs peut faire beaucoup plus de choses. Donc là, ça va prendre sens, surtout dans le monde de l'hospitalité. Vous êtes dans un hôtel, ça peut être pertinent de faire communiquer plusieurs mini-serveurs, donc plusieurs chambres, avec un mini-serveur principal. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire, et on choisira ces façons en fonction des contraintes qu'on a. Est-ce que j'ai un réseau disponible, qui est fiable?
Est-ce que je vais faire cette communication par le bus parce que je peux venir passer mon bus simplement? Est-ce que je vais avoir un mini-serveur maître qui va gérer des esclaves? Vous choisirez la communication d'infrastructure de mini-serveur en fonction de ce que vous avez besoin. Peut-être si vous avez des questions à ce moment-là, parce que c'est une image qui est dense et pas forcément très visible. Regarde. On va trouver des questions, sinon on va aller trop vite. Si vous pouvez payer, vous pourrez avoir ce tableau. Ça, c'est un tableau que vous pourrez trouver dans la magnifique stade de l'expérience zone dans le campus. Il faudra aller en Autriche pour l'avoir. Si Si je prends en photo, ça marche aussi. Tu peux la prendre, on transmettra là. Non, bien sûr, on vous enverra les présentations. On va l'avoir peut-être en HD. Là, on est un peu capé par le projecteur, mais En fait, l'infrastructure est très bien. En fait, c'est très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Ouais, ça m'a pris un petit quart d'heure pour la faire. Je pourrais vous la passer. ça, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'il la cherche dans le Ah, ok. Ouais. Non, mais très facile à comprendre, c'est bien. Ça marche, on pourra vous passer la documentation nécessaire, il n'y a pas de souci. Oui. Je voudrais vous parler maintenant on va faire un peu de nombrilisme, mais vous allez voir que ça a du sens. Je voudrais vous parler du campus. Donc comme vous le savez peut-être, ou comme vous l'avez compris, il se trouve qu'on a déjà un petit peu rencontré toutes les situations possibles dans le monde du résidentiel. On a grandi sur le résidentiel, on a nos réflexes, les produits ont un petit peu grandi également sur le résidentiel, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais aujourd'hui, on a des ambitions autres. On a des ambitions qui vont venir parler au monde du tertiaire, au monde professionnel. Parce que le potentiel est énorme, parce qu'on peut venir chercher tout type de bâtiment et à l'intérieur venir simplifier énormément de choses. Donc avant de se lancer pour venir asseoir nos connaissances de ce monde, on s'est appuyé sur notre dernier projet qui est le campus. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Loxone est une solution autrichienne, vous le savez. On vient de Kollerschlag, qui est une petite ville dans la Haute-Autriche, et jusque-là on avait un Basecamp, donc c'était un bâtiment de taille honorable, je vous dirais, qui allait pour les activités d'hier, mais qui n'était plus suffisant pour les activités de demain. Donc il nous fallait nous doter des infrastructures adéquates à nos ambitions. Donc on a construit le campus. Le campus, c'est donc ce qu'il nous faut pour faire en sorte que demain on soit vraiment les leaders en termes d'automatisation. Donc on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. On a de la place pour tous les employés d'aujourd'hui et de demain. On a de la place pour la logistique, pour stocker le matériel et faire en sorte qu'il soit expédié au bon moment pour vous. On a également ce qui va nous sortir un petit peu de nos habitudes. Donc, on a, au-delà de tout ça, 90 chambres d'hôtel, donc de l'hôtellerie. On a un auditorium. On a un auditorium qui servira à tout un tas de choses, des événements internes, à inviter je ne sais quel fabricant de voitures, par exemple, qui souhaite exposer. Pardon ? conférence TEDx. Conférence TEDx. T'en parleras tout à l'heure si tu veux bien. Bref, on a un auditorium, donc plutôt cette fois le monde de l'événementiel représenté ici. On a de la restauration. Il y a un restaurant qui est le Glorious Bastard qui sert des couverts tous les soirs, ma foi. Et du wellness. Donc on a une piscine, on a un espace sauna. On a tout un tas de choses finalement qui représentent les projets que vous pourriez avoir si vous allez au-delà du résidentiel. Donc on s'est confronté à un certain nombre de problématiques. Je vais passer sur la slide suivante. Un certain nombre de problématiques pour lesquelles il a fallu trouver des solutions. Donc on a trouvé pas mal de solutions avec l'existant. Mais il y avait des trous dans la raquette concrètement. Donc il nous a fallu faire des efforts pour la gestion énergétique. Dans la Haute-Autriche, je peux vous dire qu'il fait froid et qu'il faut réchauffer ce gros bâtiment. Il fallait des solutions. Il fallait trouver les bonnes approches pour de l'hôtellerie, que ça soit confortable pour l'usager, mais simple en termes de gestion. Il a fallu gérer un espace spa qui soit pas trop énergivore, faire en sorte que des employés puissent travailler sereinement. Donc on a fait évoluer le produit encore une fois. Vous avez ici quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, je dirais. Vous avez 115 mini-serveurs qui travaillent les uns avec les autres, qui sont interconnectés. Il y a 50 wallbox installés, c'est assez impressionnant à voir. Quand vous voyez le parking, vous voyez 50 wallbox alignés. J'aime bien un chiffre. Il y a 52 000 mètres de câbles tri, donc c'est quand même pas rien. Et puis d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais voilà, c'est simplement pour vous dire que la solution Loxone a vraiment pris un jalon supérieur avec ce campus. Et donc ce qu'on va évoquer ce soir, la gestion de l'énergie, est grandement inspiré par ce qu'on a rencontré sur ce campus. Et le WAD Avenger, c'est pour la déco? Le WAD Avenger, c'est pour Awan Jinou, mon nom. Ils ont voulu faire une petite dédicace. Non, c'est pas... Pardon? Ah, dommage. Merci, Lionel. Pensez pour les professionnels. Je vais terminer quasiment là-dessus. Comprenez que tout ce qu'on fait,
Tout ce qu'on fait, c'est pour le client final, certes, mais c'est surtout pour vous, pour les intégrateurs, pour que vous ayez les bons outils au bon moment, d'un point de vue technique, que vous puissiez travailler le plus rapidement possible, le plus sereinement possible. Avant ça, que vous puissiez dire oui à peu près à tout ce que vos clients demandent en termes de fonctionnalité. On voudrait faire en sorte, et ça c'est une partie qui me tient à cœur, que vous soyez le mieux accompagné possible. Donc il n'y a pas que le hardware, le software, il y a également le support qu'on vous apporte. Tout ce qu'on fait réellement, c'est pour assurer le succès de nos partenaires. Nous, on est contents et on a réussi notre mission quand nos partenaires nous disent « Ah, le projet s'est bien passé, j'ai envie d'envisager un deuxième projet, un troisième, etc. » Là, on se dit qu'on a apporté une solution efficace. Ah, la slide n'est pas à sa place, très bien. Quelques noms qui vous parlent probablement. C'est simplement pour vous dire que des grands noms nous font confiance. On a un petit peu tout. On a des clients, comme des partenaires commerciaux. En vrac, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous avez, je vois Toshiba, Daikin par exemple. Donc là, c'est plutôt des partenaires commerciaux, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on sait leur parler directement, nativement, avec le AC contrôleur, donc qui a un équipement pour la régulation. Je vois par exemple, parce que je prends Gris, c'est un peu la même histoire. Je vois Belimo, donc qui a un très fort partenariat qu'on a développé notamment avec le campus. Belimo étant un expert donc des équipements de régulation pour les bâtiments de grande envergure, les bâtiments tertiaires. Il se trouve qu'on parle nativement le Belimo. Et voilà, le reste correspond à des projets, documentés ou pas, mais en tout cas, vous pourriez vous renseigner pour la relation qu'on a avec ces personnes sur ce slide. Hop là. Et je crois que c'est tout pour moi. Ça fait combien de temps que je parle? C'est quand même la police qui est dessus. Avant de passer le micro à Kelvin, est-ce que, parce que je sens que c'est passé vite quand même, il y a peut-être des choses sur lesquelles je suis passé trop vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez une bonne blague à raconter? Est-ce que, dites-moi. Est-ce qu'il y a des questions en ligne peut-être? J'ai déjà répondu. Pardon? Clair, net, précis. Oh, c'est ce qu'on peut, hein. On aime ce qu'on fait surtout. On passe à la fin avec un chapeau. Recyclage de blagues, très bien. Du développement en France. À part cette question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux pas être précis sur les derniers chiffres du développement en France, ça sera que du ressenti, mais je pense que je me trompe pas trop en vous disant ça. On est un peu un tournant en France. On est présent en France depuis 2013, pour être honnête, avec une équipe qui faisait, c'est un peu délicat de le dire comme ça pour mes confrères, mais qui faisait surtout présence en France parce qu'il n'y avait pas vraiment la volonté de démarcher, de faire exploser ce marché. Loxone a revu sa copie, et c'est vrai que depuis 2019, on est bien supporté par l'Autriche. Ils ont mis les moyens de leurs ambitions, donc ils ont construit ce bâtiment dans lequel on vous accueille ce soir, qui est une véritable vitrine pour ce qu'on sait faire. Ils ont recruté une équipe. Il s'agit d'avoir un bâtiment rempli de talent, donc c'est nous. Et des moyens marketing également. En France, on a une histoire compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire compliquée quand on se parle d'automatisme dans ce pays. Il y a eu des solutions qui sont venues, qui ont disparu. Le client final n'est pas forcément bien éduqué à ce que c'est que l'automatisme. On se parle souvent de domotique et de piloter avec son téléphone. Forcément, il y a des solutions plus simples pour ça. Voilà, ça change un petit peu. Ça change parce que il y a des acteurs, nous d'autres, qui viennent apporter les bonnes solutions d'un point de vue technique, avec le bon message, je crois également. Et il y a il y a un environnement finalement qui évolue et qui fait qu'on a besoin de solutions. Donc là, on va se parler de gestion d'énergie ce soir. C'est pas un hasard. Il y a beaucoup de sujets autour de la gestion d'énergie. On a l'explosion du photovoltaïque. On a l'explosion de la recharge pour le véhicule électrique. On a des tarifs qui explosent. On a tout un contexte qui fait que on a besoin de trouver des solutions. Et donc, naturellement, il y a des profils, des nouveaux profils, des anciens également, qui viennent se mettre au goût du jour et venir trouver le bon produit pour ces problématiques-là. Donc ça va bien. Ça va bien et on sent que ça va aller bien pendant un moment parce que il se trouve qu'on commence à avoir le public, que nos partenaires nous font confiance également, ils diffusent le message et donc ça, il faut le saluer. On a vraiment pour ambition d'être vraiment les référents en termes d'automatisme du bâtiment, ça va au-delà de la domotique. Donc ouais, je peux pas être précis sur les chiffres, mais la tendance est bonne. C'est un message qu'on a souvent besoin de passer. Je peux comprendre. Parce que les gens en France connaissent pas l'Oxone. Absolument. Et, on a besoin d'être rassurés. C'est ou autre. Ça coule de source. Non, non, pas chute. Est-ce que vous êtes question? Ouais, il y a une question en ligne. Existe-t-il des formations pour les professionnels
professionnel débutant, si je peux dire ça. Évidemment. Donc je vous le disais, nos développements sont, ce qu'on met en place, c'est pour votre succès. Forcément, si vous vous lancez sur cette technologie, il faut que vous ayez les bases, que vous soyez formés. Donc on a un programme partenaire dont on vous parlera certainement un peu plus tard. Ce programme partenaire débute avec la formation. Donc il se trouve qu'ici on se trouve dans la salle de formation, accompagné de Kelvin qui est le formateur et il se présentera plus tard. Et donc oui, si vous voulez vous lancer sur le sujet de l'automatisme, et vous comprendrez que c'est plus de la domotique, évidemment vous êtes accompagné, on vous prend par la main. Alors certes pour vous former sur nos produits, mais vous comprenez en creux tout ce qui est possible de faire en termes d'automatisme. Donc oui, bien sûr, évidemment, il y a de la formation. Surtout pour les débutants. Surtout pour les débutants. Et normalement, ils m'entendent parce que j'ai branché mon micro. Tu mets mal à l'aise. J'évite de faire des blagues depuis tout à l'heure. Tu mets mal à l'aise. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Bon, eh ben merci. Je vous laisse entre les mains de Kelvin. Merci Lionel. Tiens, si jamais il y a t'entends toujours le micro branché. Si jamais il y a des questions, tu peux peut-être les lire parce que je suis pas sûr qu'ils aient entendu les questions, ils ont dû entendre que la réponse. Quel exercice difficile de passer après un tel orateur? C'est pour ça que moi j'ai pas de présentation. Ceux qui me connaissent savent que ça va aller très vite parce que je parle peu. Moi, merci Lionel. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que mon but ce soir, il y a une majorité de partenaires, certains ont plus ou moins d'expérience dans la configuration. Mon but ce soir, c'est de vous montrer qu'on peut mettre en place très rapidement, très facilement un management de l'énergie et comment vous convaincre plus rapidement qu'en le faisant en direct devant vous. Donc, j'ai pas mal de matériel. Je vais commencer par de la base, c'est-à-dire que je vais pas aller non plus extrêmement dans le détail technique tout de suite. Ce sera dans 10 minutes. Peut-être 5, si vous posez pas trop de questions. S'il y a des questions pendant les choses, n'hésitez pas à les poser, surtout ceux qui connaissent pas encore l'Oxon Config. Cela dit, si c'est des questions d'ordre comment est-ce qu'on fait ça, venez plutôt en formation. J'y répondrai avec plaisir et j'aurai plus de temps pour le faire. Notre logiciel est extrêmement simple d'utilisation. Globalement, c'est une logique de cliquer-glisser. On va venir récupérer des objets qui peuvent être des produits Loxon ou des produits d'une autre marque, voire des produits virtuels, un bouton virtuel qui n'existe pas dans la réalité, etc. Et on va venir tout simplement les synchroniser sur une page de configuration. Là, j'ai utilisé un magnifique objet qui s'appelle une borne IRVE. Je m'en servirai dans cette démonstration. Elle sera symbolisée non pas par cette borne qui est ici, qui n'est pas branchée. Elle sera symbolisée tout simplement par des spots. On va simuler l'utilisation d'une borne. Si vous voyez les spots de ma maquette allumés, ça voudra dire que la borne est en fonctionnement, simulée. Et on va se servir de cet aspect spot pour vous montrer à quel point c'est relativement facile de contrôler quelque chose en Loxon. Imaginons que je veuille contrôler cet éclairage comme si c'était un bouton poussoir ou un interrupteur. Il me suffirait de venir dans mon logiciel tout simplement sous mon mini-serveur, venir récupérer. Alors paniquez pas si vous voyez des trucs un peu bizarres, j'ai déjà préparé un peu de config, il y a déjà des produits appairés, tout ça. Mais il me suffirait de venir chercher une entrée numérique qui est dans ma valise de démonstration. Donc j'ai déjà un bouton poussoir raccordé sur cette entrée, de la faire cliquer-glisser, de préciser qu'elle va contrôler cet objet, d'enregistrer dans mon mini-serveur pour valider l'envoi des données. Et désormais, si je pousse mon interrupteur, je vais vous mettre le Live View, qui est une fonction incroyable de Loxon. Tous ceux qui ont fait des projets ici savent que ça change la vie en dépannage. Et maintenant, si je pousse mon interrupteur, on peut constater dans mon logiciel que ça fonctionne, et dans la réalité également. C'est un aspect qui est intéressant, ce Live View, parce que ça vous permet d'être en caleçon chez vous et d'intervenir chez vos clients à distance, sans avoir besoin de s'habiller. Pardon, t'avais dit pas de blague? Tant pis. C'est pas faux. Donc là, c'est une fonction relativement simpliste, hein, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de difficile. Là, je simule un interrupteur conventionnel. Bien entendu, après, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si c'était un bouton poussoir, il faudrait que je reste appuyé dessus, ce qui n'est pas super pratique, on en conviendra pour de l'éclairage. Donc après, on va avoir un armada de blocs fonctions qui seront tout simplement des bouts de code préprogrammés pour exécuter des fonctions. Par exemple, gérer l'éclairage, gérer le climat intérieur d'une pièce, gérer la sono, etc. C'est des blocs qui ont été conçus. Vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit, entre guillemets. La seule configuration nécessaire, c'est régler quelques petits paramètres. Normalement, vous êtes là ce soir pour voir plutôt ce qu'on peut faire en termes de gestion d'énergie. Donc j'ai préparé un petit peu ma config en raccordant ces deux produits qui sont des smart sockets.
Les smart sockets sont des prises commutables. Ces prises elles font compteur d'énergie, puissance instantanée, énergie également, son de température, pourquoi pas. Un petit bouton librement adressable et on peut même aller personnaliser ce qu'on décide d'afficher sur les LED en gérant la couleur, le clignotement, etc. Ce soir, on va s'en servir comme si c'était des compteurs physiques, un compteur Modbus dans un tableau, le Linky, quoi qu'il en soit. Le but étant juste de se projeter un petit peu là-dessus. Donc pour ça, je les ai déjà appairés. Donc comme c'est des produits radio, je les ai déjà tout simplement dans mon projet. Donc il va me suffire de venir faire cliquer-glisser les objets qui m'intéressent au sein de ma configuration et d'aller chercher des blocs fonctions pour les faire fonctionner. Ceux qui ne connaissent pas Loxone, vous allez voir que des choses nouvelles. C'est normal pour vous si vous êtes un peu perdu. Je vais peut-être aller un petit peu vite. On en discutera après la présentation si vous souhaitez. Je ne vais pas m'évaser sur pourquoi j'utilise ce bloc-là en particulier. Donc là, mon objectif, c'est de mettre en place un moniteur de flux d'énergie, une gestion de l'énergie. Donc pour ça, la première chose que je vais avoir à faire, c'est de contrôler ces smart sockets. Comme vous le voyez, elles sont commutables. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est de venir activer les relais. Donc pour ça, je pourrais tout simplement faire cliquer-glisser mes deux smart sockets en termes de relais et venir les contrôler. On pourrait imaginer tout plein de logiques pour contrôler ça. Là, en l'occurrence, pour le moment, je vais vous mettre deux petits interrupteurs, puis on va étoffer notre logique petit à petit. Donc je vais prendre les interrupteurs 3 et 4 et je vais les relier, ce qui me permettra de faire en sorte que l'énergie puisse passer au travers de cette smart socket. Ensuite, je vais récupérer toujours sur les smart sockets, mes compteurs de puissance. Je peux prendre la puissance instantanée, je peux prendre l'énergie. Comme on va faire une démonstration qui sera relativement courte ce soir, on va plutôt prendre la puissance instantanée. Sauf si vous voulez attendre une petite heure avant d'avoir les watteurs. Comme vous voulez, moi ça me va. Je peux parler pendant une heure. Normalement, c'est dans mes capacités. Ces capteurs de puissance, c'est bien, mais je vais devoir les exploiter dans mon logiciel. Ça s'appelle traiter l'information. J'acquiers une information. Là, c'est des produits Loxone. Ça pourrait être un compteur Modbus, ça pourrait être un compteur KNX, ça pourrait être un compteur Mbus, une requête réseau. Ça peut être plein de choses différentes. Je récupère une information. Maintenant, il faut que je la traite et après, on verra comment agir. Donc, pour ça, au sein de Loxone, on a des catégories de blocs. Je vais venir tout simplement chercher des blocs dans la catégorie énergie ou pas. Potentiellement, je vais plutôt prendre la catégorie compteur. On verra que les deux sont relativement liés, mais sont spécifiques. On a plein de compteurs différents. Je vais m'attarder juste simplement sur le bloc compteur. Il est en rose actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas effectuer son travail. Dès que je vais lui mettre de quoi avoir de l'information et de quoi faire du comptage, il m'indique par sa couleur qu'il est fonctionnel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer, ce compteur, parce que je vais en utiliser deux. Donc, on va simuler, on va dire, deux chauffages en intérieur. Hein. C'est des vrais chauffages. Donc je vais dire radiateur 1. Et le deuxième, ce sera chauffe-eau. Merci. On pourra dire radiateur 2 pour te faire plaisir, Franck, exclusivement. Tu le mérites. On dira radiateur 2. Là, si j'enregistre dans mon mini-serveur et que je lance mon live view, j'ai déjà des informations différentes. On peut voir que j'ai une prise qui est fermée. Si je viens pousser mon autre interrupteur, on vient de l'entendre, le relais a claqué. Et si je viens tout simplement brancher l'un de mes radiateurs, apparemment pas celui-là. Ah. C'est les aléas du direct. Bon, Marc est en panne. Marc Wahlberg. Je suis désolé Lionel, c'était plus fort que moi. Ah mais en même temps, je suis juste bête. J'avais essayé. Donc pour ceux sur le live, j'avais inversé les prises. Donc là, normalement, je dois avoir deux radiateurs qui fonctionnent et assez rapidement, on a un retour instantané. Si je les descends, ça prend à peu près une seconde ou deux avant de recevoir l'information. Je vais avoir l'information suivante. Si je viens encore descendre d'un cran, j'aurai la consommation uniquement du ventilateur qui doit être relativement anecdotique, 16 watts, etc. Donc là, ces deux radiateurs, j'ai récupéré ces informations, c'est très bien. Maintenant, il va falloir que je les exploite et que j'en fasse quelque chose dans mon système. Donc, voilà, ça, ce sera pour après. Hop, hop. Oh non, pardon, c'est là. Je me suis trollé tout seul. On va mettre en place ce qu'on appelle un moniteur de flux.
Ouais, le moniteur de flux, c'est quelque chose qui va nous servir à synthétiser une consommation sur notre installation. Je ne vais pas aller simuler de la production solaire pour ce soir, mais ce serait la même chose. Rien de compliqué, c'est un bloc compteur, sauf qu'on va préciser que ce sera de la production et non pas de la consommation. Donc je viens dans la catégorie énergie, je prends un bloc moniteur de flux d'énergie. Dès que je vais le déposer, il va tout simplement me demander qu'est-ce que je veux compter. Est-ce que je peux compter des choses? Pour le moment, je vous ai parlé des smart sockets. En l'occurrence, j'ai un autre produit ici qui est le Power Supply and Backup, qui est un transformateur 230-24 qui a 7 sous-circuits de comptage pour pouvoir compter tous les équipements Loxone ou 24 volts que vous avez dans votre installation. Donc, dans mon moniteur de flux, je vais tout simplement venir cliquer sur ajouter un compteur. Et vous voyez que je retrouve mes deux radiateurs. Et juste après, je rajouterai mon petit Power Supply and Backup. Donc j'ai mon radiateur 1, radiateur 2, je peux leur mettre des icônes, je peux modifier l'intervalle d'enregistrement, les unités potentiellement. Pourquoi on peut modifier les unités? Parce que si vous intégrez un équipement d'une autre marque, peut-être qu'il ne va pas communiquer les informations en kilowattheure, mais en watts, etc. Donc il faudra peut-être penser à les changer ici. On peut dire si c'est une consommation, le réseau ou une production. Donc là, j'ai ajouté ça. Maintenant, je vais aller récupérer toujours dans mon arborescence mon fameux Power Supply and Backup que je vais cliquer glisser. Et là, on peut voir que c'est un produit qui est fourni, je l'avais préconfiguré, mais qui est fourni avec son propre bloc fonction. Pourquoi? Parce que c'est un produit spécifique qui a besoin de fonctions spécifiques et donc automatiquement, le produit et un bloc fonction sont de base liés. On va retrouver ça par exemple sur les lecteurs audio, on va retrouver ça sur la wallbox. Dès qu'on fait cliquer glisser, le bloc fonction arrive avec. Donc, notre power supply, il est là. Et maintenant, si je redouble-clique sur mon moniteur de flux d'énergie, je vais avoir accès de nouveau, cette fois, à d'autres comptages qui correspondent au circuit que j'ai activé dans mon power supply and backup. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe, cette fois, de compteurs, que je vais appeler, par exemple, P et S pour power supply. Je crée un groupe et cette fois, je vais ajouter tous ces compteurs dans mon groupe. On verra que là, c'est pareil. Je peux toujours choisir si c'est réseau ou quoi. C'est pas pertinent parce que c'est pas un produit qui est fait pour ça. Donc ça, c'est bien intéressant, c'est sympa. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça m'a pris quoi? 10 petites minutes? Moins? Je ne sais pas. Merci de votre participation. Maintenant, je vais me connecter sur mon application, qui n'est pas celle-là. Et j'ai bien mon moniteur de flux qui est, entre guillemets, déjà existant, à la différence près que, comme je n'ai pas accès à une information de type réseau, je ne parle pas à un Linky, je ne parle pas à d'autres compteurs, j'ai que des consommateurs, j'ai une branche mathématique qui vient, entre guillemets, dire qu'elle produit 3 watts pour le moment. Pourquoi 3 watts? Parce que j'ai un audio serveur et un mini serveur qui sont en train de consommer en stand-by quelques consommations. Et si je viens rajouter mes différents trucs, alors l'application elle met toujours un petit peu de temps à s'ajouter, automatiquement je vais avoir récupéré les informations. Il n'y a rien de bien complexe. Si j'avais par exemple de la production solaire et qui faisait pas nuit, potentiellement j'aurais pu avoir une branche production que j'aurais nommée comme je le souhaite, qui viendrait m'expliquer ce qui est en train de se passer. Bader ou Charline, je pense que tu es sur un... C'est tactile. T'en fais pas, je me fais avoir à chaque formation. Donc là, par exemple, sur mon Power Supply and Backup, si je clique dessus, comme j'avais créé un groupe, je retrouve bien l'affichage de chacun de mes consommateurs. Pour le moment, j'ai rien sur les deux autres branches. Si je viens rallumer ma fameuse borne, qui est branchée quelque part sur un des deux, je ne sais plus exactement, un peu les deux apparemment, très certainement une connexion pas bonne, c'est assez rapide, c'est réactif et ça toujours... on va dire, interactif à ce niveau-là. Donc ça va suivre à ce moment-là. Ça, c'est bien beau, mais c'est un bloc qui nous permet que de faire de la supervision. Ça ne nous dit pas de venir couper une charge ou quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais essayer de le faire rapidement, parce qu'apparemment, on perd la notion du temps. Ce qui, normalement, est une bonne chose, non? Donc, c'est ce que j'avais mis un petit peu en dessous. Pour ça, j'ai préparé déjà un autre bloc, qui est un gestionnaire de charge, qu'on pourrait résumer par un délesteur. J'ai une puissance critique sur mon projet à ne pas dépasser. Si jamais je viens la dépasser, ça peut être un problème. Donc, comment je peux gérer ce gestionnaire de charge? Eh bien, tout simplement, là, je vais venir le foutre un petit peu par là et je vais récupérer, je vais vous mettre un live view, je vais refaire une démo.
vous voyez que quand je suis ici, je peux voir à peu près ce que je produis. Là, j'ai plus grand chose parce que j'ai laissé que l'éclairage. Mais dès que je vais remettre des équipements qui consomment, je suis mis le chauffage. Ça va, il fait pas trop froid devant? Ouais, ça va. Je vais les tourner par là, pardon. Merci. Du coup, vous voyez que j'ai la résultante en fait de l'ensemble de mes consommations qui sera en production. Potentiellement, si je déploie les sorties, j'aurai de la production, de la consommation, etc. Et donc, je vais pouvoir mettre en place différents systèmes comme je le souhaite. Là, j'ai mis en place un potentiomètre de ma valise pour simuler la limite maximum que je vais pouvoir utiliser sur mon installation. Encore une fois, c'est une simulation. Normalement, c'est pas directement comme ça. Mais là, j'ai pas de compteur général. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir utiliser la consommation totale dans mon gestionnaire des charges. Et je vais utiliser mes spots pour simuler ma borne IRVE. Et je vais récupérer un retour d'état. Ça, c'est pour l'affichage, comme ça vous sera plus parlant. Et vous voyez que j'avais déjà mis un petit radiateur. Donc, je vais faire en sorte de couper le radiateur Q2. Et normalement, c'est le moment où je pose des questions un peu chiantes en formation, à savoir comment je peux faire. Ça, c'est un délesteur. Donc lui, quand il va me demander une activation ici, ça veut dire qu'il veut que cette charge soit coupée. Donc pour pouvoir faire ça, vu que là, j'ai besoin que mon relais soit fermé pour pouvoir que mon radiateur fonctionne, je vais devoir inverser la logique et dire, bah, si tu reçois lui, tu seras fermé en permanence, et dès que lui te dit on, tu vas t'ouvrir. Donc pour ça, j'ai tout simplement un petit clic à faire pour faire ce qu'on appelle, on retourne l'entrée logique, et ce qui va me permettre d'enregistrer. Et vous allez voir que j'ai pas mon radiateur qui s'est coupé, pourtant je lui demande pas de s'allumer. Ok ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir en live view et en même temps dans l'application à quoi ça ressemble le gestionnaire de charge. Hop, qui est pas ici, qui n'est pas ici non plus, qui est ici. Je vais vous le mettre comme ça. Alors, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simuler en fait une utilisation. Alors, je sais plus qui est 1 ou qui est 2. Donc, je vais tout mettre à fond parce que je pense que vous avez froid un peu devant. Et je vais venir avec mon potentiomètre baisser la limite maximum. Normalement, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. La limite, elle est fixe et c'est la consommation qui va monter. Je peux pas faire mieux. Et dès que je vais descendre petit à petit, le doigté est important dans ce genre d'exercice. Et dès que je vais atteindre la limite, automatiquement, ça a bien coupé ma borne IRVE. Si je continue à dépasser la limite, là, normalement, dans la vraie vie, j'aurais récupéré de l'énergie parce qu'elle était en utilisation. Automatiquement, ça vient couper une deuxième charge. Et selon combien j'ai accès, dans le gestionnaire charge, combien j'ai dit que cette charge représentait dans le réseau, si j'ai de la puissance de nouveau disponible, il va attendre un petit peu pour être sûr, et petit à petit, il va venir me débloquer mes charges dans l'autre sens. Donc là, il viendra allumer le radiateur. Radiateur qui, du coup, vient automatiquement s'ajouter à la consommation, parce que là, c'est pas simulé, c'est vraiment un radiateur. Et je ne sais plus combien j'ai mis, je pense que la borne IRVE, je lui ai mis 1 kW. Donc, bah là, automatiquement, j'ai pas 1 kW. Donc si je remonte... Ah bah si, je les ai, pardon, autant pour moi. Je suis pas bon au calcul mental. Donc automatiquement, on vient activer une charge, couper une charge. Pourquoi je me suis servi d'un retour d'état? Vous voyez que ça me permet de voir si cette charge est déjà utilisée ou pas. Imaginons que cette charge ne soit pas utilisée. Ce qui se passe quand j'atteins la limite, c'est qu'automatiquement, mon système va venir couper les 2 premières charges. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc cette fois, je vais tout simplement la mettre en off. On va enregistrer dans le mini-serveur pour que ça revienne. Et mauvaise manipulation. Donc là, ma borne IRVE, bon, c'est toujours en on. Pourquoi? J'ai peut-être pas enregistré. Si. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un truc qui aille pas bien. J'ai pas eu le signal off, j'utilise une logique un peu bizarre pour que ça marche. C'est pas très gênant, on va dire que les spots sont éteints. Les spots sont éteints ou allumés? Éteints, merci. Donc l'important, c'est ce qui se passe dans l'application. Je vais baisser de nouveau ma puissance. Et dès que je vais atteindre le seuil, vous allez voir que instantanément, IRVE et radiateur 2 vont se couper. Pourquoi? Parce que j'ai un retour d'état qui me dit que la première charge n'est pas utilisée. Automatiquement, on me coupe les deux. Pourquoi il me coupe les deux en même temps? Justement pour empêcher de dépasser.
c'est pas une disjonction, on est toujours le 230. Je pense que quelqu'un a appuyé dessus. Ok, I think the lady of the cleaning staff just... Elles sont parties, donc ça a activé l'alarme, elles ont mis le mode absent. Ce qui marche pas trop quand il y a des gens dedans. Donc là, en gros, tant que j'ai mon signal, si je récupère de la possibilité, vous voyez que il va réactiver le radiateur 2. Il l'a fait là pendant que je discutais. Donc là, il devrait me le réactiver. Je vais redépasser instantanément, donc il recoupe instantanément. Maintenant, si j'augmente de beaucoup la limite, il va quand même d'abord débloquer radiateur 2, attendre de voir s'il y a suffisamment d'énergie, puis débloquer IRVE, même si celle-ci n'était pas utilisée. Pourquoi? C'est pour éviter que l'activation d'une charge manuellement vienne également mettre en péril la sécurité de l'installation. Et sur ce magnifique sujet, je vous propose d'éteindre ça. Il fait chaud relativement. Ça y est, ça remarche derrière. Oui. Tu peux prioriser qu'est-ce que tu veux couper avant. Bien entendu, c'est pour écourter la démonstration, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Là, j'avais mis l'IRVE en premier et le radiateur en deuxième. On a des priorités qu'on peut changer. On peut modifier les priorités par de la logique. On peut déterminer des règles, etc. Changer des choses. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu dois alterner avec ce bloc-là. Tu as deux radiateurs, tu en coupes un, puis après tu coupes l'autre. Alors, il faudrait de la logique complémentaire. J'ai jamais eu ça sur des radiateurs. Par contre, c'est quelque chose que j'ai déjà eu sur des stations de relevage. On me demandait en effet, j'ai deux pompes qui fonctionnent en même temps. Je voudrais prioriser la pompe qui a le moins de temps de fonctionnement pour démarrer en premier. Et à l'inverse, lorsque les deux sont activés en même temps, couper la pompe qui a le plus de temps de fonctionnement lorsqu'on peut en couper qu'une seule des deux. Donc oui, on peut. C'est rien de bien compliqué. C'est de la logique personnalisée. On n'a pas de bloc spécifique pour ça, mais on pourrait. Je sais pas si c'est pertinent sur un radiateur, mais on pourrait. C'est pas dans le bloc délestage. En fait, tu te servirais des signaux d'activation là, et peut-être tu ferais plutôt une autre logique entre ça et l'activation ou pas du radiateur. Le radiateur, tu as mis 1000 watts. En fait, tu peux brider ton radiateur. Non, là, c'est parce que c'est une simulation. Normalement, l'objectif, c'est ce qu'on va renseigner là-dedans, c'est d'avoir au plus proche la charge réelle de l'équipement. Je fais une connerie. Tu as un radiateur qui fait 2000 watts. Ouais. Tu peux le brider à 1000 watts ou pas du tout? Pas avec un relais. Non, d'accord. Le seul moyen alors soit tu as des charges qui sont modulables. Là, tu vois, c'est le cas. J'ai 2 crans sur les résistances. Si on n'a pas de 2 crans sur les résistances, on peut toujours potentiellement aller chercher du thyristor et avec une commande 0,10 volts venir faire un hachage de puissance. Bizarre, justement, le 1000 watts, alors que généralement ils font 2000 sur le... Ils font 2000. Non, là, c'est pour la simulation. Du coup, en effet, c'est bien vu de l'avoir fait. Parce qu'il faut savoir que là, j'utilise le retour d'état en on-off. Mais j'aurais pu également rentrer une valeur analogique qui correspondait à ce que consomme vraiment la charge pour encore plus faciliter le fonctionnement de l'algorithme. Pas d'autres questions? Je suis bon dans le temps ou... Enfin, on passe au projet intéressant alors. Oui, c'était pas fini, vous en doutez. Je voulais vous présenter un projet assez particulier ce soir. Certains l'ont déjà vu, certains ne l'ont peut-être pas vu. C'est une démonstration où je vais vous faire participer, je sens que vous endormez un peu au doux son de ma voix. Je vais vous présenter un projet qu'on a fait en République tchèque, si ma mémoire est bonne, dans un hôtel mandarin. C'est d'ailleurs une chaîne, je crois qu'il y en a un à Paris, il me semble. Je sais pas si on dit mandarin, mandarine, bref, c'est pas très pertinent. Dans ce projet, en fait, c'est un projet exclusivement sur l'audio, et c'est exclusivement de l'économie d'énergie via l'audio. Ce qui est un point qu'on sous-estime, ou en tout cas auquel on ne pense pas en premier lieu pour faire de l'économie d'énergie. C'est un vrai projet. Les chiffres que je vais vous présenter sont réels. Cela dit, ils correspondent au prix du marché de République tchèque. Et en République tchèque, c'était un projet qu'on a fait pendant la crise russo-ukrainienne. Du coup, les prix avaient un petit peu flambé comme dans le reste de l'Europe. Cela dit, la réalité est toujours là. Donc, je vous passe l'article. S'il y en a qui veulent le lire, vous tapez tout simplement Loxone mandarine sur Google et vous tombez sur l'article. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pour 15 zones audio, si jamais il y en a qui veulent le détail. On est à 3250 watts sur ce qu'il y a d'existant, ce qui correspond à 2,54 € par heure d'utilisation. Un hôtel, en général, ça met la musique de 6h à 22h, grosso modo. C'est une musique de fond, c'est pas du Wi-Fi, c'est juste, comme dans les ascenseurs, la petite musique pour faire patienter. Elle est là en tâche de fond, ça donne une ambiance, ça donne un truc, mais ça a une consommation réelle, un impact réel, surtout si on utilise des amplificateurs de classe A ou AB. Ça représentait pour cet hôtel 14 000 € par an de facture électrique.
ce qui est un hôtel haut de gamme, c'est pas forcément un gros impact sur la facture totale. Ça peut être une facture qui potentiellement peut être dérisoire comparée à une facture de chauffage. Toujours est-il que si on peut l'optimiser, pourquoi se priver? Rien qu'en se basant sur la consommation nominale de cette solution ou de la nôtre, donc nous on est sur un amplificateur de classe D, juste en se basant sur la consommation nominale, on arrive à 540 watts pour les mêmes fonctionnalités. Donc déjà 42 centimes par heure et 2400 € par an. Donc juste en se basant là-dessus, ça fait 12 000 € d'économie par an, ce qui correspond sur ce projet spécifiquement à un retour sur investissement en moins de 6 mois pour l'hôtel, par rapport au prix de l'installation. Il y a très peu de matériel Loxone installé, c'est un Mi Server Go et un audio serveur avec quelques extensions stéréo. On a gardé les enceintes, on n'a pas touché aux enceintes, c'est des enceintes passives, c'était déjà du passif sur le classe A, B. On a juste démonté, on a remplacé par l'audio serveur. Ça, c'est dans le merveilleux monde de la théorie. Donc, vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique. Très souvent, la théorie est mieux ou moins bien que la réalité. Toujours moins bien? Bah, pour une fois, on va changer les choses. Côté Loxone, on va faire mieux en réalité que dans la pratique. On va faire plus d'économies. Pourquoi on va faire plus d'économies? Honnêtement, ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu, comme vous avez vu, des petits haut-parleurs. Donc, on va faire une démo. Désolé pour ceux qui ont potentiellement les oreilles sensibles. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai un audio serveur avec 4 zones, 4 enceintes. Ça correspond normalement 72 watts. Si je regarde la datasheet de mon audio serveur, c'est le max de ce qu'il peut faire tout seul. Après, il faudra rajouter des extensions stéréo. 72 watts, je vais utiliser dans un hôtel d'après vous, on utilise le volume à combien de pourcents? Moins que 50, on va simplifier les choses. Pas de 2% non plus, en général c'est entre 10 et 20%. Si je m'arrête à 50, on est bon. Là j'ai 72 watts. Si j'utilise 50% du volume, d'après vous, est-ce que j'aurai 50% de la puissance? Ceux qui savent la réponse, bien sûr, abstenez-vous. Les nouveaux? J'attendais de dire oui, mais je pense que c'est pas la bonne réponse. Et d'après toi, ce serait quoi, plus ou moins que 50% de la puissance? Plus? Ça vous dit on vérifie plutôt que de se baser sur des chiffres? Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser le logiciel. Ah ouais, non, c'est une résistance, non, c'est plus. Je vais utiliser le logiciel ici. Et ouais, sinon on attend de vérifier. Je fais pas forcément des. Là, j'ai redémarré mon mini serveur pour que vous puissiez voir en direct ce qui va se passer là, et je vais venir tout simplement mettre la sono avec mon système. Je vais pas mettre à fond, hein, je vais tout simplement venir. Je me suis encore trompé de page. Évidemment, vu que j'ai enregistré mon audio serveur redémarre, donc il faut que je meuble encore un petit peu. Je pense que vous aurez besoin de vos calculettes pour calculer le réel coût également de la réalité de combien ça coûte à l'hôtel maintenant. Et on va faire des estimations parce que c'est marrant. Donc je vais mettre play. Vous aurez, là vous voyez que en stand-by, mon audio serveur consomme 2 watts. Ok? Ce qui est pas grand chose et c'est normal puisqu'il ne sert à rien pour le moment à part communiquer avec le mini serveur et être prêt à démarrer. Donc je vais mettre play, je vais direct aller à 49. Et si vous êtes sceptique, j'ai mis une extension stéréo en bas, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas trop où je l'ai mis. C'est celle-là. Bon, ça marchera pas parce que j'ai pas sorti. Je suis à 9 watts pour l'entièreté de mon système. Donc je consomme bien 6 watts parce que j'ai les 3 watts de l'audio serveur et quelques petits produits qui consomment en stand-by. Si je viens mettre pause, peut-être que vous entendez pas bien ce que je racontais, je vais bien retrouver mes 2 watts petit à petit. Ça met toujours un peu de temps, c'est 5 secondes, toutes les 5 secondes. 3 watts, 2 watts. Savoir que le power supply and backup est pas super précis quand on est au watt près. Donc j'étais à 6 watts au lieu de 72, ce qui fait moins de 10%. La réalité, c'est que j'ai fait les mesures plus précises, parce que je suis quelqu'un de gentil. Et ça nous donne ce petit graphique avec les pourcentages de puissance acoustique. Alors, j'ai fait par tranche de 10, hein, j'ai commencé à 10. Mais on voit que jusqu'à 50%, il n'y a absolument aucun changement. Et la consommation réelle, c'est 6,8% de la puissance nominale.
Pourquoi ça? Parce que le son, c'est pas un bruit blanc. On n'est pas en permanence en train de magnétiser la membrane. Et en dessous de 50%, ce qu'on peut constater, c'est que pourquoi la puissance est la même, ça correspond à la puissance nécessaire pour faire bouger le haut-parleur et pas du tout la puissance de volume. Est-ce que quelqu'un peut me calculer, parce que vous êtes là pour faire des maths, pas cette vidéo-là, je ne sais pas où j'ai mis mon onglet, il est là en fait. Hop, 2400 fois 6%. C'est très long. Bon, ça fait 170 €, un truc comme ça. Je pensais qu'Eric calculait, mais je crois qu'en fait, il répond à texto. C'est pour ça, j'attendais, je meublais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul. Donc, j'arrondis à 2400, si ça vous va bien, fois 0,07. Ah, pardon. Oh. 0, 0, pas de 0. Ça, c'est leur nouvelle facture d'élec par an pour l'audio. 168 €. Ils étaient à 14 800 avant. Donc, on peut faire 14 800 divisé par 168. C'est comme ça que ça marche? Non, c'est dans l'autre sens. Bah oui. Je me suis trompé, j'ai fait genre. Et je me suis méga trompé et personne ne me dit rien. Ça fait plaisir de voir que vous suivez, en tout cas. On est à 1,1% de la facture de l'année précédente. Et pour autant, la qualité acoustique pour quelque chose qui, encore une fois, est de l'ambiance, on n'a pas besoin de qualité vraiment à fond, jusqu'à 50%, je pense qu'elle est garantie. Vous avez pensé quoi de la qualité, là, pendant que ça vous braillez dessus? Si je monte jusqu'à 100%, hein, j'ai fait le calcul, je vais pas y aller parce que ce sera peut-être pas agréable pour ceux qui sont devant. Je sais pas où j'ai mis mon petit fichier. Hop. À 100%, je suis à 32% de la puissance nominale. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour mesurer ça, c'est une playlist de 5 morceaux de 5 styles musicaux différents et ça dure à peu près 23 minutes. C'est une mesure faite sur la puissance instantanée et sur l'énergie. Parce que le problème du son, c'est que on a des pics de puissance et si on tombe pile à ce moment-là, lorsqu'on interroge la Smart Socket ou le Power Supply and Backup, ça ne sera pas forcément représentatif de l'image réelle. C'est dû à quoi par rapport à ce qu'ils avaient avant? Alors, on est sur un amplificateur de classe D. Eux, ils étaient sur un ampli de classe AB. Donc les amplis de classe AB, c'est concrètement des radiateurs. Et le gros souci de ces amplis, c'est que monsieur qui fait de l'audio va peut-être pas être d'accord avec moi. Mais grosso modo, le principal problème de ces amplis, c'est que de 1% du volume à 100% du volume, la consommation électrique est quasiment la même. Il n'y a pas vraiment de modulation. Là où sur un ampli de classe D, s'il n'est pas utilisé, on consomme rien. Et je mets 1% ou 100% du volume, c'est une consommation qui est pas linéaire du tout, mais qui est évolutive. Donc la différence, alors ça c'est encore un autre débat. Le gain de taille, là pour vous donner une idée, un ampli de 3000 watts, c'est quelque chose qu'on met potentiellement, c'est peut-être même 2 amplis dans une genre de baie de brassage. Il faut la refroidir, il faut la ventiler. Donc il y a des aspects après bien sûr qui sont complémentaires là-dessus. C'est tout petit, ça consomme rien, mais ça crache le temps. C'est les technologies qui évoluent. Est-ce que tu pourrais rappeler les fonctionnalités usuelles de l'audio serveur? Alors, l'audio serveur, c'est un produit qui est pas toujours évident à vendre parce que très souvent, on va avoir tendance à le vendre seulement comme un outil pour de la musique. Et en fait, c'est se priver d'énormément de ses fonctionnalités. En fait, il faut vraiment se servir comme un assistant pour le bâtiment intelligent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous alerter d'une situation anormale. Le faux est en fonctionnement depuis plus de 4 heures. On peut balancer un text-to-speech. On va pouvoir le mettre en combinaison à un système d'alarme. Il y a un intrus. On va pouvoir utiliser chaque enceinte en alarme. Je vous ferai pas la démo tout de suite. On pourra la faire après, plus tard, après quelques bières. L'impact est meilleur dans vos mémoires. Mais on peut faire pas mal de choses et on peut s'octroyer quelques libertés. Moi, j'ai un partenaire. Ce qu'il fait, c'est que dans la salle de bain, qui est une pièce où les gens ne peuvent pas rentrer par là en intrusion, au déclenchement de l'alarme, on a un premier niveau qui s'appelle une alarme silencieuse et lui, systématiquement, il simule des aboiements. Alors pas de chihuahua, ça marche pas. Il a pris un chien un peu plus gros. Et donc c'est un enregistrement MP3 qui est lu dans une pièce à fond
parce que le but c'est de faire de la dissuasion. On pourrait très bien également envisager d'enregistrer une voix humaine qui dit monsieur, je vous vois sur les caméras, même s'il n'y a pas de caméra, hein, le cambrioleur va pas s'arrêter pour voir s'il y en a une cachée. Et vous dites monsieur, je vous vois sur les caméras, quel est le mot de passe? On attend 5 secondes et on dit je préviens la police. On attend 5 secondes et on dit ah ça y est, ça arrive. C'est de la dissuasion. Mais il faut vraiment pas voir ça comme un outil multimédia, mais vraiment comme un assistant au smart building pour faire pas mal de choses. Nous, sur le bâtiment, pendant longtemps, lorsqu'on quittait le soir le bâtiment, grâce à une certaine personne qui vous a présenté un PowerPoint tout à l'heure, qui fume, il s'avère que cette personne, des fois, oublie de fermer des fenêtres en partant le soir. Et tous les autres non-fumeurs, c'est-à-dire quasiment toute l'équipe, se retrouvaient avec une alarme qui se déclenchait directement quand on partait le soir, parce qu'il y avait une fenêtre ouverte. Donc on a très facilement pu mettre en place un text-to-speech lorsqu'on active le mode absent sur le Touch Pure Flex que vous avez vu dans l'entrée. S'il y a une fenêtre qui est toujours ouverte, ça refuse d'activer le mode absent et ça nous indique dans quelle pièce la fenêtre est ouverte. Et on maudit toujours autant Lionel. Mais au moins... Dans la même pièce. Ah bah ça devait être ton... Ah pardon, il y a peut-être ta maman qui regarde. Il fume pas, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. J'oublie quelque chose? D'annoncer la pause peut-être. Non, combien de temps ils ont mis à amortir cette deux serveurs? Je l'ai dit. Ouais, c'est bien. Alors je n'ai pas les chiffres exacts parce que je sais pas exactement, en toute transparence avec vous, je sais pas exactement combien l'installation a été vendue aux clients. Mais en me basant sur les marges que mes partenaires font à peu près en France et le nombre de produits que j'estime être sur le projet, sachant que j'ai pas tous les détails, pour moi on est à moins de 4 mois sur un retour sur investissement. Après c'est un projet particulier, je dis pas que ce sera le cas sur tous les projets. Les prix d'électricité à ce moment-là au projet font que ça facilite le retour sur investissement. Toujours est-il que même si on se base sur les prix professionnels en France, il n'y a pas forcément les mêmes prix. Les gros consommateurs en France payent un peu plus cher l'électricité et des restaurants peuvent être considérés comme gros consommateurs. On est assez surpris en général de la consommation d'un McDonald's ou d'un KFC. Ça peut aller au-delà de 100 kW en instantané, hein, en heure de rush. Et donc on n'a pas la même facturation que des particuliers. Et en général, ça peut aller jusqu'à 35-40 centimes le kilowatt. Donc là, on voit qu'on était à 72 dans l'exemple. Donc on est quand même si on peut diviser par deux, grosso modo, les prix, je pense qu'en France, c'est un projet qui sera amorti en moins d'1 an et demi. Ce qui reste très intéressant pour n'importe quel professionnel en tertiaire, en industrie ou en restauration, en hôtellerie. Ça reste quelque chose d'intéressant. D'autant plus qu'on a, tu l'as dit, c'est beaucoup plus petit, ça consomme moins et la qualité est similaire. Peut-être pas égale, mais similaire. En tout cas, pour l'usage qu'en fait un hôtel ou un restaurant, c'est largement suffisant. Et en effet, on peut se poser la question de pourquoi on utilise encore beaucoup de classes AB. Bah, tout simplement, c'est les habitudes et l'impression de qualité. Moi, quand je fais la démo, vous pourrez demander à ceux qui connaissent bien le bâtiment, quand je fais la démo audio avec des clients finaux, je leur fais croire qu'il y a un ampli. Il y a vraiment un ampli, un gros truc qui pèse 17 kilos. Je l'ai pesé. Je l'ai fait à ce monsieur tout à l'heure. Et il s'est fait avoir. Et je fais la démo en commençant par notre système au plafond, qui a la qualité un peu moins bien que certaines enceintes. En tout cas, celle que je fais là-bas. Et ensuite, je finis par les grosses enceintes quadrales que vous avez vues dans le showroom. Et bien sûr, je dis, ah, vous en conviendrez, avec cette qualité, on a forcément un ampli. Je dis, ah bah oui, c'est sûr. Eh ben non. Il n'y a pas d'ampli classe AB dans le bâtiment. Enfin, il y en a un, mais honnêtement, je l'ai testé, il s'est mis à fumer un peu. Ça fait 10 ans qu'il est sur une étagère. Et il n'y en a pas besoin. En tout cas, pas pour les besoins... pas si on parle de projets multimédia, multi-room, avec un son d'ambiance. Et c'est ce que nous, on préconise. Si votre client il veut du Wi-Fi, il y a bien sûr plein d'autres solutions qui font de la qualité ce qu'il faut. Et on peut aller piloter. Si vous allez sur la Loxon librairie, vous verrez qu'il y a beaucoup de templates pour communiquer avec des amplis Yamaha, Denon. Je sais pas quelle autre marque d'ampli je peux citer. C'est comme à la télé, il faut que j'en cite 3. Non, j'ai pas. Ouais, mais j'ai pas de template pour les autres. Sonos, ils font pas vraiment des amplis, mais bon, je pourrais argumenter longtemps sur ça. On peut intégrer Sonos, par exemple. On a un template Sonos. Je pense que c'est de la classe D également. Je me retourne vers Lionel, qui travaillait pour eux il y a pas si longtemps. Il y a peut-être si longtemps que ça, je sais pas, il est très vieux, on dirait pas comme ça. Mais du coup, ouais, Sonos, c'est de la classe D, je pense aussi leur ampli. Par contre, on peut très bien piloter du Sonos avec du touch, un peu à la manière de comme on pourrait contrôler notre propre ampli sans souci là-dessus. Je suppose que... C'est le moment où je mets fin à mes élucubrations. Pour le moment.
Une pause s'impose. On s'impose et on prendra dans quelques minutes. Ah, t'as allumé. C'est bon? Nickel. Bah, du coup, je vais refaire ma blague. Merci de pas être parti. C'est un peu nul, du coup. Non, ouais, il reste plus grand chose en termes de présentation. Pour être honnête, je voudrais vous présenter un autre cas. On a vu le cas du Mandarin Hotel, donc la gestion énergétique à l'aune de l'audio. Là, on va voir un cas peut-être un peu plus concret, en tout cas sur d'autres sujets, avec une enseigne que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de McDonald's, tout simplement, mais pas en France. Il se trouve qu'ici, je me suis inspiré du travail de nos collègues en Espagne, qui ont un partenaire qui a plusieurs McDonald's dans son portefeuille, pour lequel il a besoin d'installer une gestion de l'énergie efficace, puisque le coût de l'énergie en Espagne est autrement bien plus élevé que le nôtre. Donc je reviens un petit peu sur la slide précédente. On a ce truc qui est peut-être un peu marketé, mais qui a le mérite d'être clair, qui s'appelle le ROI Turbo, comme Return on Investment Turbo en anglais, qui vous permet de comprendre qu'avec quelques investissements bien placés, avec les équipements Loxone, vous pouvez avoir un retour sur investissement efficace, en gros faire le maximum avec le minimum. Donc on va le voir avec ce cas très concret. Donc on a cette franchise qui est à Gironne, qui avait des problèmes pour la gestion énergétique. Je voudrais aller un peu en avant sur mes slides et vous montrer ceci. Il se trouve que les McDo en Espagne ont une note, c'est une sorte de notation qui leur permet de qualifier leur efficience énergétique. Alors le tableau il est un petit peu austère, mais je vais tâcher de vous l'expliquer. Ce qu'on a ici, c'est la notation qu'ils avaient en 2022 avant l'installation du mini-serveur. Donc on peut voir des valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est la valeur médiane qui est de 1.5. 1.5, il faut savoir que c'est des installations correctes, mais qui ne sont pas encore bonnes. En gros, c'est des installations qui sont énergivores, mais pas à un point extrême. Ils ont fait des modifications. Ils ont parlé aux partenaires Loxone, installé des choses, mis des politiques en place qui font que aujourd'hui, leur note médiane tourne autour des 1.3. 1.3, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui est possible d'atteindre, mais qui n'est pas simple à atteindre. Donc ils ont cette notation médiane avec du bien, du moins bien, mais globalement quelque chose qui est admirable. Donc là, on a l'interprétation au niveau de la facture énergétique. Ça, c'est ce qu'ils payaient en 2022. Donc à peu près 6 600 €. Et ils sont tombés à 6 000 € tout simplement en 2023 avec le mini-serveur installé. Il faut savoir que installer le mini-serveur et venir faire des réductions énergétiques seul, en soi, c'est bien, ça permet de faire quelques économies, mais c'est pas déterminant. Là où ils ont fait la différence, c'est qu'ils ont mis en place des logiques spéciales par rapport à leurs habitudes de travail pour venir réduire drastiquement leur consommation énergétique. Donc là, on va le comprendre un peu plus précisément ici, avec les fonctions principales qui sont venues optimiser grâce à cette technologie. On est venu sur plusieurs points, donc vous vous en doutez, la régulation, la gestion de l'éclairage, la surveillance des frigidaires, des chambres froides, les équipements de cuisine, une politique autour de la gestion énergétique et de la salle de restauration de façon générale. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Concernant la régulation, ici, ils sont venus mettre en place plusieurs choses, à commencer par une gestion par planning des systèmes de régulation. En gros, on ne va pas chauffer ou refroidir au moment où ça ne fait pas de sens. Donc là, on a déjà une gestion automatique de ce côté-là. Dans un McDonald's, il y a plusieurs zones. Il y a la cuisine, il y a la salle. Il y a également parfois la zone de jeu pour les enfants. Donc bien souvent, cette zone à l'extérieur. Je vous parle des magasins en Espagne, ça ne veut pas forcément dire qu'on a exactement la même chose en France, même s'il y a des similitudes. En tout cas, il y a souvent une zone pour les enfants. Là-bas, on a, d'ailleurs, pour aller voir si un jour vous allez à Gironne, une sorte de chapiteau, donc qui n'est pas isolé et qui est forcément pas simple à gérer en termes de régulation. Ici, on le verra un peu plus tard, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent, j'allais dire chauffer, mais c'est plutôt refroidir dans leur cas, au moment où c'est opportun, uniquement basé sur de la présence. On reviendra dessus un peu plus tard. Ils sont venus installer des modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement éco quand le magasin est fermé, un mode de fonctionnement boost quand il y a des périodes d'affluence, etc. Je vous dirais, pour faire simple. Ils ont des alarmes qui viennent notifier quand il y a des comportements anormaux en termes de régulation. Je ne dis pas qu'un enfant est tombé par terre et se casse ses genoux, c'est pas le problème, non. En termes de... Ils s'en fichent. Ils appellent la maman directement. Non, en gros, s'ils n'ont pas atteint la température de confort, par exemple, alors que c'était le moment de le faire, ils seront alertés. Évidemment, ils peuvent faire le reset de l'alarme en cas de nécessité. Évidemment, une lecture en temps réel. Et chose importante, ils peuvent venir faire l'analyse thermographique et statistique de ce qu'ils ont installé. Donc, ils voient finalement, quand ils font le bilan, ils voient là où il y a des pics, là il n'y en a pas, et essaient de comprendre ce qui s'est passé.
Chose importante, ils viennent également pratiquer le free cooling. Donc en fait, ils ont des rooftops. Ils ont pris la main sur les rooftops, je crois que c'est en mode bus si je ne me trompe pas, et ils viennent simplement ouvrir ces rooftops au moment où la température extérieure est inférieure à la température en Espagne, encore une fois, où la température intérieure est supérieure à l'extérieur, donc pour venir perdre des calories, ne serait-ce que par une ventilation naturelle. Donc ça, c'est un point important, ils en sont relativement satisfaits. Donc ça, c'est pour la régulation. Il y a une grosse part de perte énergétique qui se passe au niveau des chambres froides, des frigidaires. Donc il y a plusieurs types de frigidaires. Il y a ceux qui sont au-dessus de 0, ceux qui sont à moins 10, je dis des bêtises, et moins 22. Donc à chaque fois, on a des besoins plus ou moins similaires. La première chose, de toute façon, c'est de venir contrôler ces différentes chambres froides, donc ce qui a été installé. On a donné également à l'usager une surveillance en temps réel, donc de l'ouverture et de la fermeture des portes. Il y a des alarmes, comme on a vu précédemment sur la régulation. Et un contrôle direct du mode, je l'ai traduit comme ça, mais contrôle direct du mode de livraison et du dégivrage. Donc, alors, je suis pas expert en régulation, mais il se trouve qu'il y a des équipements qui ont parfois besoin d'être repassés en positif ponctuellement pour éviter, je crois, le givre. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement calqué la période de réchauffement, entre guillemets, à celle de livraison, ce qui évite de le chauffer inutilement au moment où, alors que ça fait pas sens. De toute façon, on va ouvrir la porte, je sais pas si je suis clair, à certains moments, donc les moments de livraison. Donc ils sont venus calquer finalement la livraison à ces modes de dégivrage, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que je suis clair ou Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que seule ma mère peut me comprendre. Des alarmes préventifs. Alors, l'idée ici, c'est de venir avertir l'usager avant que la panne intervienne. Donc finalement, ils sont venus faire en sorte que on notifie le dysfonctionnement sur la ventilation ou sur les compresseurs avant que ça s'aggrave. Donc ça évite d'avoir des problèmes plus graves. Donc c'est simplement des alertes qui remontent, mais avant la survenance d'événements plus dramatiques. Et évidemment, comme la régulation, on a la thermographie et les statistiques qui peuvent nous permettre d'étudier tout ça a posteriori. Alors, pour la gestion de l'énergie en tant que telle, donc, on comprend qu'il y a un contrôle en temps réel de la consommation du restaurant. Pareil, les statistiques, les graphiques, pour venir faire l'étude. Et le limiteur de charge que nous a montré Kelvin est également mis en place. L'idée, c'est de faire en sorte que quand on atteint un certain pic, quand on dépasse un certain pic, il se trouve qu'en Espagne, en tout cas sur ce type de contrat pour ce genre de magasin, ils vont être amenés à payer des pénalités quand ils excèdent une certaine limite en kilowatts. Donc ils ont mis en place un limiteur de charge qui vient automatiquement couper ou couper dans ce cas-là des circuits en fonction de l'approche de cette limite. Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on vient typiquement réduire les friteuses, ajuster la régulation et repasser donc la zone pour enfants en mode présence uniquement, de manière à rester toujours dans ce qui est disponible en termes de limites par rapport à leur contrat. Donc ça, forcément, vous l'avez vu tout à l'heure, le moniteur de flux d'énergie, c'est parfait. Le limiteur permet d'avoir une vision également du niveau critique de ce qu'on va atteindre, donc c'est plutôt bien utilisé dans ce cas-là. Et puis des petits automatismes dans le restaurant, notamment par rapport à la gestion de l'éclairage, où forcément, ne serait-ce qu'appliquer un planning, c'est forcément efficace, avec la gestion des éclairages extérieurs, évidemment. Concernant les équipements de cuisine, donc vous l'avez compris, on a pris la main sur les friteuses, donc on va pouvoir moduler en fonction de l'affluence dans le magasin. Alors c'est ce qui s'appelle contrôle des horaires échelonnés, c'est ce que je viens d'expliquer. Les éléments de cuisine ne sont pas lancés alors qu'il n'y a personne, ils vont automatiquement se mettre en mode boost quand on sait qu'il va y avoir un pic à 11h par exemple jusqu'à 14h. On vient venir activer les friteuses à 100% puisqu'elles sont utilisées. C'est plus ou moins la même chose que la gestion de l'éclairage. Je redis que c'est pas un projet français, c'est mes collègues espagnols qui sont bien gentiment venus me l'expliquer, donc je tâche de me retranscrire du mieux que je peux. C'est pas très fluide. Ah oui, donc de façon générale, évidemment, l'usager va embarquer une supervision qui va pouvoir consulter à distance et avoir toujours un état de son installation, de savoir quand il y a des problèmes et voilà. Quand il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, de toute façon. Alors je vais revenir. Voilà, ça c'est un peu redondant, mais je voudrais revenir sur la première slide, où on voit très clairement que le retour sur investissement il est assez impressionnant. Finalement, en termes de matériel Auxonne, il n'y a pas grand-chose. Il y a à peu près 1800 € de matériel Auxonne en tant que tel. L'installation, elle, a coûté 10 000 €, donc le partenaire Climat Partner, je crois qu'il s'appelle, est venu facturer 10 000 €. Et donc forcément, vous comprenez que le retour sur investissement, il était rapide pour les équipements, en 3 mois. Et pour l'installation dans son entièreté, on est sur 14 à 15 mois. Donc,
quelqu'un qui sait compter, qui fait son calcul pour le retour sur investissement et il réfléchit pas longtemps. Je ne sais pas si vous savez combien de magasins McDonald's il y a en France. 1500. Il y en a énormément, je sais pas non plus. J'en ai aucune idée. Certainement, ouais. Il y en a énormément. En similaire à McDonald's, on a du KFC, on a du Burger King. Il y a plein d'enseignes de fast-food qui ont des fonctionnements à peu près similaires, peut-être moins verrouillés. Je ne sais pas si vous imaginez le potentiel d'un point de vue commercial. C'est des questions que vous devriez vous poser si ce n'est pas déjà fait. D'autres l'ont fait avant vous. D'autres sont déjà bien avancés sur le sujet. Mais je vous dirais qu'au vu des enjeux, il y a de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller parfois taper gros. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ça? Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être ou des remarques. Kelvin, j'ai oublié quelque chose d'essentiel ou Bon, je garde les blagues pour après. ça marche? C'est quoi une firteuse? J'ai quoi? Oh non! Une firteuse, c'est en espagnol. C'est en catalan. Et du coup, le traducteur, il n'a pas... Merci, c'est tout pour moi. On a le privilège, la chance, l'honneur immense d'avoir été rejoint par des partenaires Loxone qui travaillent avec nous depuis plus ou moins longtemps et qui ont la gentillesse de vouloir témoigner de la relation qu'ils ont avec cette technologie par rapport à leur activité professionnelle. Et donc du coup, je vais accueillir, je ne sais pas qui va commencer un premier, peut-être Sébastien, Société Odomotique, qui est un partenaire depuis 2021 si je ne me trompe pas, et ma foi qui est regardez-moi ce visage, Un merveilleux accent. regardez-moi cet entrain, ce sourire. D'avoir été invité par Loxone pour vous montrer ma petite expérience depuis 2021 dans cet univers-là. L'argument principal, moi, que je trouve techniquement, c'est que c'est un côté fun dans le travail. On en parlait ensemble tout à l'heure. Autant sur la dynamique de l'entreprise, le design qu'ils apportent au produit, la communication qu'ils mettent en place aussi, et surtout le côté très bon vivant. Du moins, je l'ai vu en Autriche, je l'ai vu en France. Donc je pense que ça va être un peu partout pareil. On a une bonne mentalité au travail et comme on parlait tout à l'heure, je crois que c'est toi qui parlais de plusieurs intégrateurs qui pouvaient travailler ensemble pour un même projet. C'est totalement vrai. Il y a une bonne. Je sais que le groupe qu'on a été à partir en Autriche, on communique toujours. Et ils continuent à se parler par message. Voilà. Pas encore, Ouais, 6 mois. en année, Pas plus tard qu'hier, il y en a un sur le groupe, il a dit je suis embêté, il me faut tel produit. On a tous répondu, j'en ai un, j'en ai pas, j'en ai pas. Moi j'ai dit que j'en avais mais que je le gardais, et puis voilà. Mais ça, ils sont tous sympas, après quand j'ai besoin, ils m'en donnent. Donc Odomotique, c'est une petite structure, on est dans notre 8e année d'existence, on est spécialisé dans l'intégration. Avant qu'on connaisse Loxone, on faisait principalement de l'intégration en KNX, en mode bus. On mettait en marche des systèmes de régulation, principalement pour une marque allemande qui fait de la régulation de chaudières, des choses comme ça. On faisait des supervisions avec différentes marques en fonction du résultat qu'on voulait, que ce soit graphique ou fonctionnel. En 2020, courant 2020, on a découvert Loxone. On a été accompagné dès le départ. Même si on n'était pas intégrateur Loxone, ils nous ont dit écoutez, on va vous montrer comment ça marche. Et de suite, on a mis le pied à l'étrier. La seule décision qu'il y avait derrière, c'était de se dire c'est bon, je match avec eux, je travaille avec eux, c'est fun, ça marche. C'est pas trop compliqué, même si on a pris un tomahawk par Kelvin tout à l'heure. Là, il nous a balancé le config dans la tête. Donc nous, depuis 2021, c'est voilà. C'est 30 mini-serveurs installés dans divers domaines. On a aussi autant fait du tertiaire qu'un peu d'industrie. On fait de l'artistique dans des restaurants étoilés. On fait de la villa, haut de gamme ou pas. On arrive à poser le problème, à résoudre le problème de l'intelligence dans un site grâce au tableau blanc que va fournir le mini-serveur. En fait, on va pouvoir avoir accès à toute la logique qu'on veut et ça va être très intuitif. Donc l'intégration multiprotocole qu'on a nous dans notre activité, on a su la transférer. Notre travail dans le quotidien, en fait, c'est de
de définir les besoins finaux qui vont être nécessaires sur un bâtiment, sur une habitation ou autre. Et en fait, on va accompagner les métiers historiques, l'électricien, le chauffagiste, le menuisier, le jardinier, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est des métiers qui évoluent, qu'on le veuille ou non, et qui viennent sur des plateformes où nous, on va être capable de guider tout le monde sur l'homogénéité d'une seule plateforme et effacer le multi-application, etc. Donc on travaille aussi bien dans le tertiaire, le résidentiel et l'industriel. Et aujourd'hui, le marché français se rend compte que l'énergie coûte cher. Et je pense qu'on est plusieurs à l'avoir remarqué tout à l'heure, tout nous fait migrer vers le tertiaire. Donc le tertiaire, c'est un gros morceau. Comme il disait tout à l'heure, il y a du travail pour tout le monde. Et en fait, là où on se retrouve sur le tertiaire, c'est qu'on va avoir une multitude de marques, de clim, de rooftop, de CTA, de tout ce qu'on veut, à faire fonctionner conjointement. Donc c'est ce que je voulais qu'on regarde. Par exemple, là, je vous ai mis l'exemple sur un VRF Atlantique où on récupère 19 zones en mode bus. On est branché en mode bus. Donc là, c'est pour vous mettre l'exemple de ce que vous a fait tout à l'heure Kelvin. On peut avoir quelque chose qui est... Tu t'es moqué de moi en mode c'était compliqué. Non, mais nous, il nous a fallu énormément de temps pour faire ça. On a mis à peu près... un peu plus. Non. En fait, là, ce que vous voyez, c'est on communique à travers la passerelle Modbus d'un VRF. Donc un VRF, c'est un gros groupe qu'on a sur le toit qui va équiper plusieurs cassettes à l'intérieur. Et en fait, on a demandé au chauffagiste de lui-même installer la passerelle Atlantique qui va nous délivrer le Modbus. C'est son métier, c'est son produit. On travaille avec lui, il nous installe ça, et après on est prêt à travailler. Il nous a donné nos vitesses de communication, il nous a donné les bits de parité pour ceux à qui ça parle, etc. Et donc du coup, bon, je vous fais pas le détail, mais on récupère des informations Modbus, on va traiter du binaire qu'on va décaler, qu'on va transformer, et tout ça, ça va nous donner des températures, hein, les gars. C'est tout ce que ça nous fait. Donc là, par exemple, ici, là, on retrouve féminité ici. Donc tout ce bloc-là, c'est ce qui va gérer la zone féminité. Donc si on faisait du froid, on serait calé à 23. Si on fait du chaud, c'est le cas, on est calé à 19. Et là, on est à 22 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on a dépassé la consigne. J'ai regardé pourquoi quand j'ai fait la capture d'écran. Eh bien, c'est parce que la zone d'à côté, elle est calée à 23 degrés et demi. Et comme c'est une zone ouverte, ben, la chaleur va aussi dans ce truc-là. Donc on va peut-être aller voir le client qui a coupé des zones et pas d'autres pour clarifier tout ça. Ça, c'est la pharmacie du Soleil à Agde. Ils ont une salle qui s'appelle Féminité. Ouais. Genre un rayon. C'est un rayon, ouais. Mais elle est superbe, cette pharmacie. 20 degrés pour des femmes, c'est un peu froid. C'est 22 actuel. Donc, ici on a toutes nos zones de VRF qu'on a traitées. Après, sachant que dans cette zone-là, on va intégrer du doorburn, on va gérer des éclairages, on va gérer les grilles, on gère la musique. On a un tableau dédié à juste toutes les enceintes de la pharmacie. Quand il y a le livreur qui sonne, ça remonte, etc., etc. Donc ça, c'est la première. D'autres personnes ont peut-être eu de leur zone à traiter. Donc là, on n'est pas en mode bus, on est en KNX. Et on traite 11 zones. Donc on va être sur quelque chose d'un peu moins fouillis. Là, on retrouve les couleurs que nous a montré Kelvin tout à l'heure. Donc là, on est sur du thermostat, on est sur de l'éclairage, on est sur de l'ouvrant. Là, on est sur des systèmes de logique. Donc, et avec tout ça, on va gérer notre pièce. Et alors, là, je voulais vous mettre l'aperçu que vous avez quand vous sélectionnez votre bureau 1, c'est le cas ici. On voit tous les protocoles et tout ce qui va être pris en charge dans cette pièce. Donc, on a du tri, on a du câblage en on-off, on a du DALI pour l'éclairage. On a du KNX où on va gérer des entrées-sorties. Et on a des produits radio de chez Loxon aussi qui sont directement natifs. Voilà. Donc ça, c'est des vues que vous avez. Je trouve que c'est sympa de voir à quoi ça ressemble. C'est pas forcément agressif. Et le logiciel est très intuitif, quoi. Voilà. Donc là, on parlait tout à l'heure de management de l'énergie avec les ventilateurs. Moi, je vais pas les allumer. S'il va faire autre chose sinon. La chose qui est importante dans un bâtiment, quand on a réussi à se connecter sur un VRF, qu'on arrive à réguler les pièces, à anticiper les remontées en température avec les plannings,
La chose qui va être intéressante, c'est d'apporter une notion de gestion du temps supplémentaire à la couche d'autonomie du bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment, il sait faire des choses tout seul, et on peut aller lui dire si on est là ou pas. Donc Adrien, c'est le mien, c'est mon Adrien, voilà. Didac, c'est mes employés, Vanessa, moi je suis là, le magasin était ouvert, donc ça c'était aujourd'hui, on a un magasin ouvert et les seuls qui travaillaient c'était Adrien et Didac, donc leur planning est activé en vert. Du coup ça va avoir un impact sur le comportement du chauffage dans leur bureau, etc. Comment on va gérer l'accès au planning dans un bureau? C'est quelque chose de tout bête qu'il vous faut multiplier dans chaque pièce que vous avez dans un bâtiment. Nous, en bleu, vous voyez là, c'est le mode hors gel, en quelque sorte, la protection bâtiment. Ici, il n'y a rien, on va être en économie. C'est-à-dire que le matin, en fonction de la température extérieure, on récupère le service météo de l'Oxone, etc. Le bâtiment, il va anticiper pour être en mode économie. Et tant qu'on n'est pas présent, c'est-à-dire que si mon planning s'active, je vais pouvoir rajouter cette couche. Et ici, vous voyez, il est assuré, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la présence. Donc, en plus d'avoir mon planning qui dit que je vais être là, ça autorise cette couche. C'est quand je vais rentrer dans mon bureau que je vais être détecté, que je vais avoir ma montée en confort. Alors, c'est un choix. On pourrait se dire, ouais, mais tu vas passer 5 minutes ou tu es à 17 et tu n'es pas à 19. C'est mon choix. On l'adapte au choix du client. Et on a des bureaux où on va faire directement l'anticipation confort à certains clients où il y a des bureaux, comptabilité, etc. Et voilà. Donc du coup, pour chaque bureau, vous allez pouvoir faire un planning différent qui va se moduler en fonction de l'utilisation des plannings. C'est pas des choses compliquées, vous le gérez directement à la prog, vous les dupliquez, etc. Bon, ça va très vite. Donc du coup, on va baisser le temps d'occupation du bureau, les congés, les absences, les plannings du personnel différents, et on va sensibiliser. C'est-à-dire que moi, mes gars, ils ont leur application. Ils disent, je suis pas là pendant 3 jours, t'es viré. Donc, voilà. Donc, je suis pas là pendant 2 jours. Ok. Donc, rentre chez toi, c'est le week-end. Donc, et en fonction de ça, ils ont eux-mêmes la maîtrise de, je vais économiser l'énergie dans mon bureau. Donc, ça permet d'engager tout le monde, en plus de la couche intelligente du bâtiment que vous allez faire en Loxone et tous les autres protocoles. Vous embarquez les gens dans une démarche, parce que bien souvent, on fait chez soi des choses qu'on fait pas au boulot. C'est-à-dire que j'ai vu des gens réguler à la fenêtre, quoi, dans des bureaux. J'ai chaud, j'ouvre la fenêtre, ah, ça marche plus, pourquoi ferme, tu vois. Voilà. Donc on va anticiper les remontées en température grâce à la planification. Alors pour vous donner un exemple, au magasin où on est, nous, à Carcassonne, dans le sud, il fait une température exceptionnelle. On avait un système on a un plafonnier 14 kg qui souffle, qu'on a mis sur horodatage Daikin, sur la télécommande Madoka, certains connaissent. Et on était tombé de 30% le fait de le réguler comme ça. Et le fait de rajouter la notion de planning, on a rajouté, alors j'ai mis 25%, en fait c'est 22%, 22% d'économie supplémentaire aux 30% qu'on avait déjà fait juste avec la planification. Donc la présence, elle va apporter un élément non négligeable à l'économie. Et donc c'est ça qui fait que sont sortis les décrets BACS, etc. Donc vous devez en entendre parler partout, donc je ne vais pas vous le faire. Et vous allez aller chercher du classe A, du classe B, parce que vous avez la détection par bureau, etc., etc. Donc c'est ça, ces choses-là qu'il faut étudier en amont pour définir jusqu'où on va et quelles subventions on va aller chercher. Le point supplémentaire qu'il faut voir dans cette régulation par bureau, c'est que c'est le prolongement de ces vieilles GTB qui existent et qui existeront toujours. Aujourd'hui, on se rend compte que la GTB elle va s'arrêter à la production. Dans 80% des cas, on ne va pas dans les zones de vie chercher des informations de température. On a une température extérieure, on fait une loi d'eau, on veut tant, le plancher il va monter à telle vitesse et ça s'arrête là. Sauf que la demande de charge qu'on va avoir, elle va pas être forcément en corrélation avec les choses. Donc ça c'est des GTB, c'est pas nous, que vous devez avoir déjà vu pour ceux qui sont dans cet univers-là, où on va gérer la production de l'eau chaude constamment. Mais après, il y en a certains qui vont le gérer à la semaine. Et après, on va pouvoir le gérer à la demande. Parce que si on sait faire de la mesure d'eau chaude, on sait combien on va avoir de besoins. Ça, c'est des CTA. C'est pareil, on va gérer avec des températures, etc. Mais on part sur des zones. C'est les vestiaires. Dans les vestiaires, il y a peut-être un découpage visiteurs, locaux,
Donc on fait du chauffage pour ceux qui sont de l'équipe locale. Normalement, le visiteur, il n'a pas de chauffage, donc ça, tout le monde est chauffé. Voilà. Là, on va pouvoir aller plus loin, c'est que à partir du moment où on va aller capter les températures dans chaque zone. Donc là, on n'est pas dans un gymnase, on revient dans un cabinet de chirurgie médicale, où dans chaque interrupteur, donc c'est des touches CO2, on vient récupérer la température qu'il fait dans les bureaux. Chacun a la température qu'il veut. Et en fait, ça va nous générer une demande de charge. Là, il faisait froid. Hein. Donc là, le système, il a 72% de demande de charge. Et on a dit, tant qu'il n'y a pas 30% de demande, tu démarres pas le système de production d'énergie. On va éviter les courts cycles, on va économiser du temps, on va peut-être laisser le temps au soleil d'arriver et d'apporter de l'énergie. Donc là, ici, on voit que tout ça, c'est en demande de chauffage. Et ici, le bureau 2 et la salle de réunion, ils sont pas en demande de chauffage. Donc si eux se rajoutaient, on serait sans doute à 100%. Donc c'est proportionnel à la demande, etc., etc. Donc cette notion-là, si on l'envoie à la GTB et qu'on lui dit attends, vas-y, je suis prêt, vas-y, clac. Là, il produit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est heureux. Donc du coup, on a retardé le déclenchement du cycle et on a fait certaines économies. Donc voilà, tout simplement. Moi, ce que je vous conseille, il y a énormément de travail et au domotique peut pas être partout, hein, donc il va falloir vous y mettre. Il y a des normes qui sont en vigueur aujourd'hui. Il faut qu'on aille chercher moins 60% de consommation en 2050. Moi, je serai à la retraite d'ici là. Il y a des classes énergétiques et donc c'est là qu'on va se retrouver dans le suivi, l'optimisation énergétique. Vous voyez, la automatisation des installations primaires, c'est la GTB que je vous ai montré tout à l'heure. On produit de l'eau chaude, on produit du chaud, point final. Mais avec le Loxone, vous allez chercher ça en France. Je sais pas comment c'est dans les autres pays à côté. Il faut s'équiper de gens qui sachent faire de l'étude, qui sachent dire le bâtiment il est en telle classe. Si tu veux aller en B, tu vas pouvoir faire ça. Ça va te coûter tant. Il y a tant d'aides à l'accompagnement. Il y a les fonds verts, il y a l'ADEME qui travaille derrière, etc. Donc derrière, vous allez proposer un équilibre. On parlait de retour sur investissement. Ça va se construire comme ça, quoi. Donc il vous faut aller le chercher avec ces produits-là. Et à mon avis, on se retrouvera l'an prochain et puis on pourra faire les compteurs pour voir où on en est. Donc Loxone, ouais. Donc c'est fun, c'est sympa. Donc foncez pour ceux qui ne font pas. Je sais pas quel visage c'est. Voilà, allez-y, foncez. Et les autres, les copains, continuez. Voilà. Ouais. Profiter de ton intervention et de ta venue pour te remettre officiellement le certificat. C'est bien voir, non? C'est relou le type. J'étais inspiré. Ton certificat d'intégrateur Loxone Gold. Oh là là. Parce que. Ah bah ça y est. Oh là là. Ça y est, tu l'as. Oh là là. Un petit trophée accroché dans ton bureau. Eh ben, c'est super sympa. Voilà, et au-delà du chiffre d'affaires que tu génères, je voulais saluer le travail qu'on fait ensemble, le travail que tu fais avec nous, les relations qu'on a. T'es pas avec nous depuis bien longtemps quand on y pense, mais je pense que chaque Loxonote avec qui tu as travaillé se joindra à moi pour dire que c'est un plaisir de travailler avec toi. Il y a toujours la bonne humeur et toujours cette bonne tête. C'est le soleil du Sud. Voilà. Et on espère et j'ai la conviction que tu vas en inspirer beaucoup d'autres, et on espère pouvoir t'accompagner le plus longtemps possible. Écoute, avec jusqu'au plaisir. prochain trophée. Et bien, je pense qu'en plus, ça va faire plaisir à l'équipe. Alors, on est une petite équipe, on est 3. Mais quand je vais leur dire qu'on est gold, pour eux, ça va être une étape atteinte. Donc, merci pour Et l'équipe. je crois que c'est mérité. Super. Merci beaucoup. Et ses collègues travaillent avec nous depuis pas si longtemps que ça en vérité. Non, en fait, ça a été le coup de foudre avec Loxone. On s'est rencontrés il y a... Il y a un an. Non, mais même pas, il y a 6 mois. Bah, toi, oui, mais il y a eu des... Mais effectivement, on avait entamé ça. D'ailleurs, pour faire la petite histoire, quand on a... Alors moi, j'ai pas de présentation, ça sera que ma barbe et ma petite tête et mon sourire. Jusqu'à présent, ça m'a réussi. J'espère que ce soir, ça va le faire. Mais dans l'idée, quand on a pris contact avec Loxone,
Parce que moi, je suis éclairagiste de métier. Ça fait une... Ah, je voulais vraiment qu'il me regarde vraiment. C'est ça là, ça commence à m'inquiéter. Je me dis... C'est pour la barbe. Ah, pas de souci. Moi, ça fait une douzaine d'années en fait que je travaille dans le milieu du tertiaire. Je suis éclairagiste, donc j'interviens chez Super U, chez Leclerc, chez les Mousquetaires, etc. Aussi dans le domaine industriel. Et mon associé, lui, est chauffagiste et ingénieur en énergie solaire. Donc, quand il y a 2 ans, on a compris un petit peu où se dirigeait le marché, notamment à travers le décret tertiaire et le décret Bax. Naturellement, on s'est dit, il y a effectivement une opportunité, parce qu'on a une clientèle qui est en place, qui va aujourd'hui nous solliciter sûrement pour être aux normes face aux différents décrets. Et il était pour nous naturel d'apporter une solution à nos clients. On a mis du temps, finalement, à identifier le bon partenaire, parce qu'il fallait un partenaire qui puisse justement rallier un petit peu un maximum de qualité. La première, ce qu'a expliqué Sébastien, c'est la partie un petit peu design, couleur, esthétique de la solution. Parce que la clientèle que nous, chez qui nous intervenons, parce qu'on est en 6 mois avec Loxone, je ne sais pas, peut-être à une 40aine ou une 50aine de mini-serveurs, c'est ça à peu près? Ouais. Ce que j'aurais souligné un peu plus tôt, c'est que vous avez une progression qui est fulgurante en vérité. Mais je vais l'expliquer. Elle ne s'est pas faite comme ça. Mais c'est en fait le cumul de différents facteurs qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce développement qui est important. On avait un réseau de clients qui était déjà en place. Il fallait simplement leur apporter une bonne solution, une solution qui a retenu leur attention. Alors, effectivement, ce que Sébastien disait, ils sont tous aujourd'hui concernés par les augmentations du coût de l'énergie et ils sont attentifs aujourd'hui à apporter des solutions pour réduire la dépense énergétique dans l'ensemble des bâtiments. Et une intégration GTB par rapport à de l'éclairage LED, comme j'ai l'habitude d'installer, retient aussi l'attention de nos clients, puisqu'on va pouvoir finalement faire avec notre client une analyse globale de son fonctionnement au niveau du bâtiment et reprendre un petit peu tous les paramètres de consommation énergétique. Et c'est ce qu'ils apprécient. Ils apprécient vraiment de se dire qu'au-delà de l'aspect réglementaire, obligation d'intégrer une solution, qu'un partenaire, qu'un intégrateur, qu'un installateur prenne du temps et accorde du temps à la solution et à la performance de l'équipement qu'il va apporter dans son bâtiment. Et là, la résonance en fait de ce discours fait que le client est finalement complètement open au discours, comprend un petit peu les intérêts de l'équipement et non pas juste de se dire il y a de la subvention, il y a une obligation, donc on va le faire. Non, il faut le faire si on estime qu'aujourd'hui il y a une opportunité d'intégrer une solution plutôt qu'une autre. Lorsqu'on a rencontré Loxone sur recommandation, on a beaucoup apprécié le premier appel avec Roman qui, par téléphone, nous a accordé peut-être au moins 3 quarts d'heure et on a échangé un petit peu sur plusieurs sujets. Lionel nous a rappelé, il nous a accordé également pas mal de temps, donc on avait déjà eu un premier contact. Mais on n'avait pas la certitude encore que la solution Loxone correspondait un petit peu à notre univers. Il a fait le job, Lionel, pour nous rassurer. Et ça n'a pas loupé. Parce que l'ensemble de nos clients ont adhéré à la solution Loxone, à l'univers Loxone. Bien évidemment, dans notre approche, 90% de nos clients ont opté pour une solution accès énergie dans un premier temps, histoire de comprendre un petit peu le fonctionnement de la GTB et l'opportunité que cela peut apporter à leur établissement. Même si c'est vrai, comme le disait Sébastien, on retrouve souvent des GTC ou des GTB qui sont en place, mais elles sont souvent vétustes, obsolètes, plus utilisées. Ils ont même souvent plus les accès en fait pour entrer dans leur système. Et il leur fallait avant tout une solution qui soit accessible. Moi, mes clients, ils s'appellent les épiciers du coin, donc les gérants Leclerc ou Intermarché, c'est des épiciers, c'est pas des informaticiens, c'est pas des intégrateurs. Ils ont besoin d'une solution qui corresponde à l'établissement qu'ils gèrent, mais qui soit facile d'utilisation. Et on est clairement aujourd'hui dans la cible. Ce qui nous a permis, nous d'ailleurs, quand on a commencé à bosser ensemble, nous-mêmes, de réduire la cible et de travailler avec une clientèle tertiaire commerce, parce que j'estime que la solution, elle s'adapte parfaitement à cet environnement-là et nos clients ont adhéré aujourd'hui à Loxone. Puis après, c'est toujours pareil, effet boule de neige. Quand ça marche dans un magasin de façon intéressante, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et que nous-mêmes, en tant qu'intégrateurs et installateurs, on commence
à s'amuser avec le produit et de se dire, ben voilà, aujourd'hui on faisait ça, maintenant on va pouvoir faire ça, on va pouvoir aller plus loin dans la démarche, ça match et ça fonctionne super bien. Donc oui, effectivement, un super développement basé sur un réseau quand même de clients existants qui sont concernés par tout ce que l'on observe aujourd'hui et qui ont pu régler, entre guillemets, les problèmes normatifs et réglementaires à travers une solution qui est très enthousiaste d'un point de vue marketing, com, et surtout d'un point de vue utilisation. Parce que clairement, ce qui fait la différence avec l'Oxone ou d'autres solutions, même si c'est peut-être pas la meilleure, mais pour nous, en tout cas, c'était la plus adaptée, c'est l'utilisation smartphone, Apple Watch, ordinateur, iPad, etc., accessible à tous. Parce que quand on parle un peu de GTB, je ne sais pas si auprès de vous, si vous avez rencontré encore beaucoup de clients dans le tertiaire, ça les inquiète un petit peu, ce changement entre un système traditionnel qui certes consomme, ça c'est certain. D'ailleurs, ils ont l'habitude de payer et de consommer et de subir les augmentations du coût de l'énergie. Mais ce qui les effraie, c'est de se dire, est-ce que justement je vais pouvoir comprendre et m'adapter à ce changement. Et avec l'Oxone, ça se fait bien. Autre point très important, ce qui nous a permis aussi d'avancer très vite, c'est la qualité du support l'Oxone. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on a besoin d'aller vite. En tout cas, nous, on va vite. C'est notre façon de travailler. Et quand on a des problématiques, on a besoin de rapidement les solutionner. Déjà parce que c'est dans l'ADN Cap Énergie. On n'aime pas qu'un sujet prenne trop de temps. Et la clientèle avec laquelle on travaille, si demain on constate un problème, ils ont besoin que le problème soit réglé rapidement. On a la chance vraiment d'avoir régulièrement les supports disponibles ou qui se rendent en tout cas disponibles pour nous aider, nous accompagner dans nos démarches d'intégration auprès de nos clients. Ça aussi, c'était pour moi très important. Souvent, la clientèle tertiaire commerce, elle juge une entreprise à travers sa capacité à régler les problèmes. Parce que quand on intervient dans un environnement où on est sur de la rénovation, sur des bâtiments qui sont existants, on prévient nos clients que la démarche, elle ne se fera pas facilement. On rencontrera des difficultés parce que c'est comme ça, parce que entre ce qui est écrit dans les bouquins ou dans les schémas et la réalité, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Donc les prévenir qu'on peut rencontrer des difficultés, mais qu'en revanche, on y mettra toute notre énergie, nous et notre partenaire, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui la force, pour régler les problèmes et pour achever le travail comme il se doit. Et enfin, pour essayer de conclure, ce qui a fait que ça a matché aussi entre Cap Énergie et l'Oxone, c'est qu'on a vraiment ressenti, lorsqu'on a pris contact avec cette entreprise, qu'ils avaient envie, avec nous, de développer nos marchés. Et qu'on n'était pas simplement un client lambda, un numéro d'adhérent où on passe nos commandes sur Internet. Non, il y a un vrai échange. Quand on avance, on les sent vraiment satisfaits pour nous et vice-versa. Et c'est dans cette démarche-là que tous les points étaient réunis pour que ça fonctionne. Cool. Voilà, c'était pour faire une petite présentation de pourquoi aujourd'hui le mariage Cap Énergie et l'Oxone fonctionne, mais c'est pour toutes ces raisons. Il y a le contexte, il y a énergétique, bien évidemment, il y a notre métier, notre environnement, mais il y a aussi la volonté de bien faire et de développer comme ils ont pu le faire chez nos copains les Belges, les Allemands, les Autrichiens, de pouvoir dupliquer un petit peu le modèle, même si, vous l'avez constaté, le modèle français n'est quand même pas le même que nos voisins, mais il y a beaucoup à faire. Cool. Donc j'espère qu'on y contribuera tous ensemble. En tout cas, voilà. L'Oxone nous a permis d'être référencés auprès de certaines grandes enseignes en GTB, notamment Système U et Intersport. Donc ça, ce sont des très très bonnes nouvelles pour nous. On a à peu près 400 mini-serveurs au minimum à installer cette année en 2024. Donc on a du travail. Donc c'est pour ça qu'on essaye de former un maximum, mais c'est une très belle réussite. On est vraiment satisfait. Merci. Peut-être des questions? Ouais. Monsieur l'assistant, on vient de dormir ensemble pendant une semaine en Autriche. On est plus soudés que jamais. Un joyeux anniversaire d'ailleurs à ta maman aujourd'hui. On lui souhaite tous un joyeux anniversaire. À la même manière un peu que Sébastien, aujourd'hui on aimerait officialiser le passage Gold de Cap Énergie, même si ça fait déjà un moment qu'il a été officialisé. En effet, on est sur un partenaire record, puisqu'ils ont atteint le palier Gold en moins de 6 mois.
ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Oxen France en tout cas. Et du coup, de la même manière que Sébastien, je voudrais te remettre un joli certificat qui était argenté il n'y a pas si longtemps que ça, et un petit trophée qu'on va dédier à Alain, l'homme de l'ombre. Alain, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Alain, il gère donc l'équipe de notre prog en interne. Donc il est très très sollicité. Mais voilà, c'est un élément essentiel. Malgré le développement, on est dans un environnement très familial, très soudé, même si on a beaucoup de nouveaux en ce moment, rapidement sont intégrés à la boîte. Et c'est un peu cet environnement qu'on a retrouvé chez Loxone et pas de contact froid, etc. C'était l'envie qu'on développe tous ensemble et comme tu disais, dans la bonne humeur, ça c'est important. Et du coup, moi je voulais avoir un mot pour Alain, que je remercie pour sa patience et sa persévérance en config. Après de nombreux rendez-vous tous les deux, où on a eu des fois du mal à faire certaines choses. Alors, je pense qu'on a réussi. Maintenant, je pense qu'il est peut-être pas encore à 100% autonome. Mais ok. Ce jeudi. Ok, bah écoute, on se revoit jeudi alors. Mais du coup voilà, je voulais aussi remercier parce que ça fait partie, c'est grâce on a la partie commerce qui est menée d'une main de maître. On a, je sais pas où tu places Steven, entre la technique et le commerce. Non, on va le laisser à la technique, Steven. On le salue également, il est pas là ce soir. Mais faut aussi saluer la performance d'Alain qui en moins de 6 mois a su s'adapter à une nouvelle technologie qui était pas évident. Et ça mérite des applaudissements. Même si les gens de l'ombre veulent pas toujours... Il a perdu un peu de cheveux d'ailleurs ces 6 derniers mois, mais bon. Écoute. Non, mais en tout cas, c'est très bien. On a hâte on a passé 6 mois, que cette année elle se fasse parce qu'elle est prometteuse. Et bien sûr, si vous souhaitez échanger après en off avec nous sur différents aspects. De toute façon, on vous met pas à la porte. C'est que le début de la soirée. Okay. J'avais pas prévenu ma femme. Pour une fois que j'étais à la maison ce soir. Pour une fois. Je lui ai dit d'un coup, je passe chez Loxone, j'en ai pour aller une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ce soir, je serai là. Mais, elle me dit, je tiens jamais mes promesses. Promesses. Faut pas me laisser parler. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis merci pour votre confiance. Et félicitations. Merci. Je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement. Certains viennent de loin, très loin. C'est cool. C'est pas forcément simple de venir ici et du coup c'est aussi encourageant pour nous. Il a soif. C'est encourageant pour nous parce que voilà, ça n'a pas été toujours très simple à l'Oxen France. C'est pas toujours très simple, même aujourd'hui. Et de se dire qu'il y a des personnes qui viennent de loin, qui nous écoutent, qui sont venues, revenus et qui sont encore là et qui seront encore là dans le futur, c'est encore une fois un gage de pérennité pour nous, mais pour vous aussi, on l'espère. Et donc, du coup, je pense qu'il est temps d'aller se rafraîchir. Non, je pense qu'il reste encore des gens à applaudir vous-même. C'est grâce à vous que Loxone est là aussi également. Sans nos partenaires, on n'est rien. On n'a pas d'autres revenus que les partenaires. Donc, Lionel l'a déjà dit, je répète un peu, mais on vous remercie pour votre confiance. Je doute pas que les nouveaux, peut-être, j'espère, vous revoir en formation. Peut-être que vous espérez pas après m'avoir vu parler, mais on négociera ça. Mais on vous remercie, en tout cas, les partenaires externes de votre confiance et de venir je sais pas comment dire, enjouer nos journées au quotidien. Enjailler, je crois pas que ce soit un vrai terme. Mais bref, vous nous enjaillez beaucoup et maintenant on va vous enjailler avec des victuailles et de la boisson. Et du coup, je vous applaudis parce que je suis un mec sympa.